Bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Yokoso, l'émission qui vous parle du Japon et qui vous y emmène. Alors on n'est pas dans la SMR, mais on est dans une ambiance radio jazz. Et on va bientôt s'écouter un double vinyle de Duke Ellington avec Joe Bassett qui maîtrise la trompette comme personne, vous le savez. Vous êtes sur Jazz FM et vous passez une bonne soirée. Non, vous n'êtes pas sur Jazz FM, mes amis, vous êtes dans le Tenchi World. Le Tenchi World, le seul, l'unique, le monde qui vous amène dans les quatre recoins de la geekitude. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé d'un très bon Noël, que vous avez été gâtés, qu'on vous a ramené moult jeux, moult goodies et surtout un moult gunpla. Car le gunpla, c'est la vie, et vous le savez. Comment allez-vous tout le monde? Est-ce que ça se passe bien? J'ai vu qu'Aguito était là, ça fait plaisir. J'ai vu que... Alors, il faut que je me souvienne d'une semaine à l'autre. À chaque fois, c'est 13 Keys. On va dire Keys. On va dire que Keys est là. Et Keys, c'est bien qu'il soit là. Je suis très content qu'il soit là. Quelqu'un qui est arrivé récemment sur la chaîne et qui a l'air assez fidèle et ça me fait extrêmement plaisir. Alors, on va parler du Tatemae aujourd'hui. Qu'est-ce que le Tatemae? Alors le tatemae, c'est pas le tatemae, c'est le tatemae. Il y a une différence. Pour certaines personnes, elle est importante. Tu te reconnaîtras, toi, derrière l'écran. Le tatemae, c'est tout simplement le masque social. C'est l'attitude qu'on a dans un groupe pour faire en sorte que les choses se passent bien. Oui, je sais. Bah oui, c'est qui avait suggéré ce thème et justement, je suis content qu'il soit là, tu vois. Tu les écoutais, tu avais suggéré ce thème et je t'avais promis qu'on ferait un Yokoso dessus. Et voilà, c'est maintenant. C'est maintenant. Alors, on est sur un sujet qui est, attention, on est sur un sujet qui est pas simple. Je pense qu'il va évoquer qui va piquer, dirais-je, votre curiosité et c'est normal. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous comprenez mal ou quoi que ce soit, vous les posez, le chat est là pour ça, et je vais y répondre avec un grand plaisir. En attendant, je vais me caféiner un petit peu. Ah, bah, je suis content que ça t'intéresse pas. J'en profite un petit peu pour vous présenter cette merveille de tasse dont j'ai fait l'acquisition il y a peu de temps. Alors voilà, c'est une tasse Yamcha. Bon, déjà, elle est toute simple, hein. Voilà, Yamcha. Vous remarquerez le détail du point d'exclamation là, hein, sur le Yamcha. Et quand on tourne cette tasse, c'est là que tout devient merveilleux. La meilleure illustration du monde, vous le savez, le Yamcha mort. Voilà, j'ai une tasse de Yamcha mort et j'en suis extrêmement satisfait. Hmm. Le café est particulièrement amer dans cette dans cette tasse. La fatigue ne fait perdre mes S. Je suis désolé. Donc, bonsoir Noya. Cette tasse est merveilleuse de simplicité. J'en suis hyper content. Je l'ai vu arriver, là j'ai fait toi ce soir tu dors à la maison. Voilà, voilà. Donc voilà. Ce bon café va m'accompagner pendant les 2 heures, nous allons rester ensemble. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que jeudi soir, nous faisons un petit Metallicraft. Et Metallicraft, c'est le bien. On va faire une maquette un peu particulière. On va faire une maquette. On va se lancer sur les riders. Kamen Rider. Et ça c'est cool, les Kamen Rider. Ça j'aime bien. J'aime bien les Kamen Rider. Et cette maquette, elle a une double importance pour moi. Bonsoir Kalaim. Elle est non seulement c'est un rider que j'aime beaucoup. En plus, vous savez vous savez peut-être, vous savez peut-être pas, mais vous allez vite le savoir ici, en restant sur cette chaîne, que les riders ont plusieurs formes. Et là, c'est une forme que j'apprécie particulièrement de ce rider. Et la troisième raison qui fait que cette maquette est spéciale pour moi, c'est qu'elle m'a été offerte pour Noël par un de mes potes. Et qu'il a fait venir du Japon exprès, qu'il a commandé exprès, tout ça, et ça me fait super plaisir.
Alors la maquette en question, la voilà, sans plus d'introduction. Kamen Rider Double Ito Metaru. Et ça, alors, je sais pas si vous la devinez, mais alors elle est rouge et gris métal. Elle est incroyable cette forme. C'est une de mes formes favorites dans la série. Si vous connaissez Kamen Rider Double, vous savez déjà à quel point c'est une série merveilleuse. Alors c'est un peu le Kamen Rider Double, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu le Kamen Rider Bigou, hein, le Malabar Bigou des Riders. C'est-à-dire que normalement, sous sa forme de base, il a un côté noir, Joker, et un côté vert, c'est le vent, c'est... ah, souviens-toi, PA. C'est... Il y a Hit, Luna, Trigger... Ah, Cyclone. Joker Cyclone, voilà. Il fallait que ça me revienne. Et il peut changer de combinaison, ce qui combine un pouvoir élémental, entre guillemets, et un pouvoir de base. Joker le permet d'être plutôt polyvalent, d'aller assez vite, d'être plutôt rapide et fort. Euh, Metal le rend un peu plus lent, mais alors le durcit à mort, lui permet d'avoir une résistance de fou. Et Trigger lui permet d'avoir une arme à distance, un pistolet. Voilà. Et de l'autre côté, il a donc Cyclone qui lui donne une rapidité exacerbée et des attaques de vent. Luna lui permet d'être tout mou, tout souple. Il permet d'avoir des bras extensibles à la Dalsim. Et Hit lui donne des pouvoirs de feu et donc d'augmenter ses dommages. Donc Hit Metal, vous voyez que c'est le DPS, hein, c'est le tank DPS bien bourrin. Voilà. Et je suis hyper content. Donc on fait ça jeudi soir ensemble. Si vous avez l'envie d'être là, je pense que vous avez l'envie d'être là. Et on va pouvoir découvrir cette merveilleuse maquette qui est juste une figure standard. Hein. C'est pas un modèle extrêmement rare. Hein. Vous pouvez la trouver dans le commerce. Mais voilà, on va se faire un petit plaisir. On va se la faire ensemble. Vous allez découvrir les couleurs chatoyantes, parce que je mettrai la caméra à couleur pour l'occasion, de cette maquette qui viendra compléter ma collection, car des collections Kamen Rider Double, j'en ai quelques-unes. J'ai le Skull, j'ai Axel, j'ai la forme Joker Cyclone, et puis il me fallait la forme Hit Metal, parce qu'elle est pure, elle est très très pure. Voilà pour le planning. Évidemment, on se retrouve samedi aussi pour jouer un petit peu ensemble. Enfin, on se retrouve samedi pour ceux qui décomateront. Je vous propose un live très chill gaming à regarder en cuvant son réveillon du Nouvel An. J'espère que vous allez pouvoir passer un bon réveillon du Nouvel An. C'est pas gagné vu les actualités. Je suis sincèrement désolé pour vous tous qui vont devoir annuler vos plans. J'espère que ça va aller, mais je pense qu'on va passer un réveillon. Alors, l'État a l'air de nous foutre la paix, mais la réalité du monde nous rappelle que peut-être falloir rester à la maison, mais j'espère que ça va bien se passer. Donc, sans plus de préambule, allons directement. Ouais, samedi, on risque d'être en vrac, tu m'étonnes. Pas moi, parce que moi, voilà, dans la montagne, par aller faire la teuf avec une vache, je vois pas ce que je pourrais faire. Alors, définition du tatemae, voyez, je viens de l'ouvrir là. Vous tapez tatemae dans Google, voilà ce qui sort. Hop, je vais vous la mettre en grand. On va changer de look. Je la voudrais en grand, s'il te plaît, écran. Pourquoi tu me la mets en tout petit? Voilà, c'est mieux là. Je vais descendre le chat. Petit chat. Tu es vide un petit chat. Viens bouger par là. Voilà. Donc le tatemae. Donc définition de base. Ça permet de placer le concept. Désigne ce qu'un japonais dit uniquement par politesse ou par obligation sociale. Le hone correspond à ce qu'il pense réellement, mais qu'il ne manifestera qu'auprès de ses amis proches, ou après avoir bu de l'alcool dans un izakaya. J'aime beaucoup cette précision, parce qu'on va en reparler de cette précision. On va en reparler. Donc, vous avez compris, si on en est à définir ce concept, c'est que tout simplement, il y a une raison. Ce qu'il faut savoir, c'est que au Japon, le groupe est quelque chose qui est placé au-dessus de tout dans la pyramide des valeurs. Exactement.
Exactement, Akito. Mais on y reviendra. Ne spoilons rien, on y reviendra. En fait, il faut que la société fonctionne un peu en mode ruche, hein, un peu en mode colonie d'insectes, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que l'individualisme a le droit d'exister tant qu'il ne nuit pas au fonctionnement de l'équipe. Voilà. Grosso modo, c'est ça l'idée. Donc, pour que toute cette société fonctionne, pour qu'il n'y ait pas de crissement, qu'il n'y ait pas de heurts, il est de bon ton de réduire au minimum tout risque de conflit, tout risque de friction, on va dire ça comme ça. Donc, pour ce faire, les Japonais sont formés dès l'enfance, et j'insiste sur ce point, à enterrer un peu leur personnalité pour développer un masque social d'une, comment dire ça, d'une neutralité absolue, d'une politesse sublime, bref, quelque chose d'extrêmement lisse. Ok, je caricature à peine pour poser le concept, après on entrera un peu dans le détail, hein. Donc l'idée, c'est, on pourrait résumer ça à juste on tait ses sentiments pour la paix du monde. Ça serait une version. Oui, hello, un Antonin Sauvage, un gars de Yona. Tu vas bien, mon grand? Donc on pourrait se dire que voilà, c'est juste faire en sorte de fermer sa gueule pour que le monde roule. C'est pas très, c'est réducteur comme concept, mais ça va beaucoup plus loin. Et je vais vous expliquer à quel point ça va plus loin. Déjà, ça se manifeste comment? Alors ça se manifeste à différents niveaux. Il y a le tatemae professionnel. Alors celui-là, au-dessus, il n'y a rien. C'est voilà, tatemae professionnel, il est extrêmement important. Il y a le tatemae social du quotidien, de la vie de tous les jours, qui est quelque chose qui tranquillement s'essouffle. Et il y a le tatemae qui continue d'exister entre amis. Parce que là, dans la définition, on dit que on donne ses vrais sentiments que entre potes, que, mais voilà. Vous allez voir que c'est même pas forcément le cas. C'est même pas forcément le cas. On va commencer par celui-là. On va commencer par celui-là, parce que c'est l'angle d'attaque le plus facile à comprendre pour nous occidentaux. Euh... Bah oui, fais un Antonin Sauvage apparaît. Puis mets la petite musique de Pokémon, c'est la musique de combat là. Tum, tum, tum. Voilà. Donc, revenons à ça. Si vous avez eu l'occasion de voyager au Japon pour une durée un peu plus longue que les quelques semaines d'un voyage touristique, vous avez l'occasion de croiser des Japonais, même de vous faire quelques potes. Quelques potes. Vous vous rendrez compte que les Japonais sont assez faciles d'accès quand il s'agit de sortir, faire des choses, ils sont assez partants, particulièrement parce qu'ils ont envie que vous passiez un bon moment. Donc ils ont envie de vous faire découvrir des choses et ils ont envie que quand vous repartiez du Japon, vous seriez hyper content. C'est le principe de vouloir montrer le meilleur aspect de son pays, et c'est tout à leur honneur. Donc, quand vous allez balader au Japon, que vous avez envie de faire des trucs, que vous rencontrez des Japonais à droite à gauche, ils vont toujours, même eux spontanément, vous proposer de faire des choses. Dire, hey, viens, on va faire un karaoké, viens, je t'amène dans un bar, il est cool. Ah, tu veux aller à la Tokyo Tower, bah je t'y amène, on donne rendez-vous à telle gare, on y va ensemble, je te montre et tout. Ça, c'est des choses qui sont assez régulières et assez faciles d'accès. Et bah, on pourrait s'imaginer assez aisément de se dire, bah, ces gens avec qui je passais du temps, avec qui on sympathise, on papote, on discute, on boit des coups, tout ça, bah, on peut dire, on va les considérer assez rapidement comme des amis. Bah parce que bah oui, bah on fait des choses, on s'entend bien, on fait des choses ensemble. Le mec ou la nana sont d'une spontanéité absolue. C'est plaisant, c'est agréable. On se dit bah ouais, c'est cool, on a envie de rester en bon contact avec ces gens-là, tout ça. Mais on peut se rendre compte assez rapidement que ces gens-là peuvent disparaître du jour au lendemain. Comme ça, ne plus répondre aux messages, ne plus vous ghoster totalement. Et là, vous dites, mais on était vraiment potes ou pas? Enfin, c'est bizarre, quoi. Hier, on rigolait, on était se prendre une cuite, puis après, on est allé, je sais pas, on est allé faire un tour à Kabukicho, on est allé aux arcades, ou tout comme ça avait l'air super bien. Et puis alors aujourd'hui, putain, c'est 15 messages que je lui envoie, le mec il me répond pas. Ou alors il va me répondre un laconique, genre 2 jours plus tard.
Gomen ne, izukashi nan dakara. Voilà, tiens, t'étais occupé, ouais, mais quand même, c'est bizarre. Et, euh, et du coup, on est dans l'idée, mais en fait, l'amitié, elle se situe où? Parce que oui, c'est un peu rapide, mais en même temps, la rapidité, la spontanéité, c'est pas moi qui l'ai amené, c'est toi, c'est le japonais qui l'a amené. Donc, je comprends pas pourquoi du jour au lendemain, ça se bloque, ça s'arrête. Alors, je suis pas l'origine du truc. Bon courage, Antonin, pour ta réunion. Bon Noël à toi. Et j'espère que tu as passé un bon Noël et un très bon réveillon. Voilà. Et on se dit, mais attends, ce truc à deux vitesses, c'est hyper compliqué quand même. C'est un peu bizarre. Enfin, soit on n'a pas envie de traîner avec la personne, soit si on est aussi spontané, on n'arrête pas ça du jour au lendemain comme ça en coup. Et c'est là le premier effleurage. Oui, effleurage, j'invente des mots. Le premier contact avec ce qui est le tatemae et surtout le concept d'amitié au Japon qui est très particulier. Quelqu'un qui passe du temps avec vous n'est pas forcément votre ami. Quelqu'un qui va se dévouer pour que vous passiez un bon moment ne le fait pas forcément parce qu'il vous apprécie, mais va le faire pour que justement vous passiez un bon moment au Japon, que vous ayez un bon souvenir de votre voyage, et que vous dites, voilà, c'est cool, j'ai passé mon moment, mais son rôle va être rempli à partir de ça, et du coup, il va se dire, bon, voilà. Et penser que c'est un début d'amitié, c'est souvent trompeur, parce que l'amitié au Japon se cultive sur un laps de temps beaucoup plus long que quelques jours, quelques semaines, même quelques mois. Non, non, non. En France, on a coutume de dire qu'on connaît vraiment une personne à partir du moment. Enfin, il y a mon père qui disait souvent ça, et je trouve ça assez vrai. Salut Thorfinn! Qu'on ne connaît une personne que quand on a partagé une pinte de sel avec lui, c'est-à-dire qu'on a consommé l'équivalent, une pinte de sel, c'est à peu près comme ça, hein, de ça de sel avec lui, c'est-à-dire que voilà, on a passé du temps ensemble, et c'est pas faux. Au Japon, ouais, tu peux multiplier par 3 ou 4 la pinte de sel, hein. Ouais, clairement, hein. On est sur des gens qui se confient peu, qui justement ont ce masque social, et voir à travers le masque social, c'est voir la vraie personnalité d'une personne, justement, peut prendre des années. Des années, j'insiste sur ce point. Et du coup, bah, ça, c'est le premier contact. Et du coup, c'est normal pour un occidental qui n'a pas l'habitude de ce genre de code de se dire, bah, attends, c'est quoi ces gens là? Un jour on est potes, le lendemain on est personne, on se croise dans la rue, même pas même calcul, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je lui ai fait? Ça se trouve, vous l'avez rien fait, hein, ça se trouve. Mais il est possible que vous ayez fait quelque chose, qu'il est bloqué, qu'il vous ait rien dit sur le coup, qu'il dit ah très bien, écoute, c'est cool, mais qu'il est hyper mal pris, mais il ne vous le dira jamais. Pourquoi? Parce que dire quelque chose, ça serait générer un conflit. Et générer un conflit, c'est le mal. C'est le mal absolu. Il ne faut pas faire ça. Et si par hasard ça arrivait, on va dire, bah, attention, hein, ils sont montés comme tout le monde, hein, ça reste des êtres humains, pas de souci là-dessus. Des sentiments, ils en ont, de la colère, ils en ont. Enfin voilà, c'est pas des robots, hein, faut pas croire ça. Bah, si jamais ça dérape et qu'il y en a un qui vous met un petit tacle dans la tête, hein, un petit tacle au niveau de la gorge, là, ça, ils sont très très forts, hein. Pour le tacle au niveau de la gorge, au moment où tu t'attends pas, tu te prends une vérité dans la gueule, alors elle est souvent méritée, mais elle fait très très mal, hein. La douleur n'en reste pas moins aiguë. Ben, du coup, quand il y a ça, alors là, c'est la panique, parce qu'il va falloir la pression est sortie de manière incontrôlée, machine arrière toute, et c'est là souvent que vous entendez le fameux ouais, je t'ai dit ça, mais tu comprends, je t'ai bourré. Excuse magique. Le Joker ultime. J'étais bourré. Voilà, alors ça, mais vous allez pouvoir l'entendre. Moi, je l'ai entendu dans des situations, mais ubuesques. Vous n'imaginez même pas des trucs. Mais comment tu peux. Non, on était ensemble, t'étais pas bourré, je sais, j'étais là, je t'ai vu, tu n'as rien bu, qu'est-ce que tu racontes? Puis les circonstances faisaient qu'il y avait même pas. Pourquoi tu me sors cette excuse-là? Ça ne fonctionne pas. Mais, 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 au-delà de tout concept de réalité, la norme sociale veut que quand quelqu'un vous sort l'excuse,
qui est en fait une forme de demander pardon ou quoi que ce soit, votre devoir à vous, même si vous savez que c'est totalement faux, votre devoir à vous, c'est de l'accepter et de dire d'accord, t'étais bourré. Ok, on efface tout. C'est ça qu'on attend de vous. Parce que c'est comme ça qu'on préserve la paix sociale. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est pire que marcher des œufs en permanence. C'est un entraînement. Attention, hein, ils ont de l'entraînement parce que je vous dis, ça commence très très tôt, hein, au Japon. Ça commence très très tôt. Tu penses que ce phénomène tend à disparaître au fur et à mesure des générations? On va y venir. On va y venir. Il y a une atténuation du phénomène dans certaines tranches de la population, mais ça reste quand même quelque chose de- d'extrêmement bien ancré. Donc l'atténuation va rester toute relative, et tu vas comprendre pourquoi, on va en parler un peu après. Euh, alors peut-être que ça finira par s'atténuer totalement, mais là on est très très loin, il reste encore des kilomètres, hein. Salut Dark Angel. Euh, Grosso modo, quand on commence à s'attarder, à essayer de réfléchir sur le concept et sur le phénomène, et surtout qu'on se renseigne, tout devient beaucoup plus clair. Ça demande de faire un petit travail de recherche, mais tout devient beaucoup plus clair. J'ai parlé souvent sur cette chaîne, je suis désolé, il va y avoir une redite pour ceux qui ont l'habitude d'être là, tous les Yokoso, et puis même qui avaient l'habitude d'écouter Yamanote, tout ça. Salut Norig. On va redonner un peu les mêmes exemples, je suis désolé, mais là pour le coup ça s'y prête. Dans l'éducation au Japon, dans l'école au Japon, il faut savoir que euh, à partir des petites classes, hein, juste au-dessus de la maternelle, les groupes vont rester ensemble pendant toute leur scolarité. En fait, c'est très très rare que la composition d'une classe, que les élèves qui composent une classe changent au fur et à mesure des années. Il peut y avoir des cas exceptionnels, les familles qui déménagent, voilà, des machins, mais ça reste vraiment exceptionnel. C'est-à-dire que les gens avec qui vous allez être en classe au CP, vous allez vous les coller jusqu'à la fin du lycée en fait. Il peut y avoir aussi des changements d'école, des trucs comme ça, mais par rapport à des notes, par rapport mais grosso modo, 80% de la classe, elle va pas bouger. C'est pour ça que dans les mangas ou dans les animés, quand vous voyez qu'il y a un nouvel élève dans la classe, c'est un petit peu un phénomène parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Et vous avez cette espèce de rituel de la présentation, de dire voilà, je m'appelle machin, mon hobby c'est ça, et puis voilà, je rejoins votre classe, je me recommande à vous, Yoroshiko onegai shimasu, blablabla. Voilà, ça, si c'est un tel. Nous, ça nous paraît bizarre parce que des nouveaux élèves dans les classes, des trucs comme ça, enfin tous les ans, on a l'habitude de changer de changer complètement les PNJ qui nous entourent, quoi. Là, pour le coup, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et un nouvel élément qui est introduit dans le groupe, ça a une importance. Ça a une importance pourquoi? Parce que justement, cette classe va rester en groupe pendant très longtemps, pendant des années. Et pour que ça fonctionne, bah, il faut pas faire d'esclandre. Il faut pas tenir des rancunes. Il faut pas créer de problèmes parce que ces gens-là, c'est pas comme si on se disait, bah après, bah voilà, ils se cassent cet été, puis en septembre, on verra, il sera plus là, quoi, on s'en bat les steaks. Non, non, les gens, ils vont être là. Donc, on va inculquer aux enfants, dès leur plus jeune âge, dès le CP, on va leur dire, voilà, ta personnalité, si t'aimes pas machin, bah tu as le droit de pas l'aimer, mais tu dois pas le dire. Et tu dois pas lui faire sentir que tu l'aimes pas. S'il y a un truc qui t'énerve chez quelqu'un, tu dois pas le dire. Tu dois faire en sorte que cette classe fonctionne comme une unité, comme un groupe soudé, uni. Et ça va être, mais martelé, répété. Les premières années de l'éducation au Japon, vous n'apprenez rien. Vous n'apprenez pas de maths, vous n'apprenez pas d'écriture, vous n'apprenez pas. Les premières années d'éducation au Japon, ce n'est basé que sur la politesse et le comportement. Sur comment se tenir, comment ne pas parler quand les adultes parlent,
savoir prendre ses responsabilités, assumer ses tâches à la maison, le savoir vivre ensemble, et c'est ça, et des activités de détente. Il n'y a pas les activités vraiment d'éducation, elles sont hyper light, pour dire quasiment inexistantes. Tout ce qu'on va vous inculquer au plus jeune âge, c'est le vivre ensemble. Vraiment, le vrai, hein. Pas le concept nébuleux qu'on nous vend politiquement depuis des années en France. Non, non, le vrai, le non, tu n'existes pas, en tant qu'individu, tu es un membre du groupe. Et tu dois, ta réussite est la réussite du groupe. Voilà. Vous voyez le challenge, et c'est pour ça aussi que bah, on s'ébahit, on s'extasie devant ces petits écoliers japonais dans leurs uniformes qui font le ménage dans la classe. Oh là là, c'est très bien. Si on pouvait faire ça en France, ça serait trop cool et tout. Ah là, ces petits étudiants japonais, ils ont l'air très calmes, ils ont l'air très disciplinés. Tu m'étonnes qu'ils ont l'air très disciplinés. Depuis qu'ils ont 5 ans, on leur tape sur la gueule s'ils font autrement. Tu m'étonnes. En fait, on leur a toujours dit qu'il n'y avait pas le choix, en fait. Donc en fait, il n'y a pas le choix. Donc c'est ça, ça devient ta normalité, en fait. Donc c'est normal que ça fonctionne comme ça. C'est normal. Mais, mais il peut y avoir l'excès là-dedans. Et ça, alors ça, c'est tout autre sujet. Ça, on en parlera une émission spéciale là-dessus. Je vais pas rentrer dans l'Ijime, dans tout ça, pas aujourd'hui. Ça, on n'en parlera pas aujourd'hui. Mais on pourra faire une émission là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc les premières années, on vous fait comprendre que voilà, va falloir fonctionner ensemble et va falloir développer votre persona en fait, votre avatar social pour fonctionner en société justement. Il va falloir développer. Voilà, c'est comme si, grosso modo, c'est comme si vous créez une fiche perso, enfin quand vous créez un personnage sur un jeu vidéo. Hein. C'est inspiré de vous, ça vous ressemble un petit peu. Mais ben, c'est pas les mêmes stats parce que vous avez envie, parce qu'il faut quelque chose qui fonctionne dans le jeu. Bah, grosso modo, c'est ça. Grosso modo, c'est ça. C'est l'avatar social du japonais. Ça va être quelqu'un qui peut fonctionner dans la société japonaise, qui va lui ressembler physiquement, ça va être le même, mais qui va pas se comporter de la même manière. Voilà. Sans le fun, ça dépend. Sans le fun, ça dépend. Ça dépend. Encore une fois, il n'y a pas que des mauvais côtés à tout ça. Donc, du coup, on a cet aspect-là. On a cet aspect-là, et ça va être cultivé au fur et à mesure, de plus en plus. Et il y a, comme je vous dis, il y a des avantages, et on a des gens qui sont plutôt bien éduqués, qui sont plutôt polis, voilà, mais on a une grosse frustration qui sort de tout ça. Imaginez que voilà, se retenir de respirer pendant toute la journée, c'est compliqué. Et c'est pour ça, et c'est pour ça qu'il y a des soupapes. Il y a des soupapes de sécurité. Il y en a beaucoup. Quand on est dans ce plus jeune âge, bah, les soupapes de sécurité, c'est les loisirs. Il n'y en a pas beaucoup déjà. Vous savez que les écoliers japonais travaillent énormément, mais ils ont des loisirs. Il y a des clubs justement pour aller se défouler, que ça soit de manière sportive, que ça soit de manière créatrice, ou tout comme ça. Il y a énormément de clubs. C'est ça un peu les soupapes de sécurité. C'est pas pour rien que la journée d'éducation japonaise, le matin c'est des cours et l'après-midi c'est club. Ça permet voilà. Mais encore une fois, même dans les clubs, il y a des rôles, il y a un aspect de groupe à tenir. Donc on se défoule un petit peu, mais on n'est encore pas tout à fait soi-même. Et en fait, on est tout à fait soi-même que quand on est seul avec soi-même ou avec quelqu'un à qui on a énormément confiance. Et là aussi, vous allez, tout de suite, ça va faire tilt dans vos têtes, vous allez comprendre un autre concept qui est un cliché absolu dans la culture japonaise, mais que vous connaissez tous, le concept de l'ami d'enfance. L'ami d'enfance, on vous l'a sorti dans 99,9% des mangas. Quand c'est une fille et un garçon, ils se connaissent depuis l'enfance, donc c'est la route tracée, ils vont finir ensemble, c'est obligé. Quand c'est deux potes, ils se connaissent depuis l'enfance, donc tu vois, c'est vraiment le pote. Machin. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est aussi important ce cliché-là? Et pourquoi il a la peau aussi dure? Parce que des gens à qui on peut se confier, avec qui on peut être totalement soi-même au Japon, ben, dans la majorité des cas, c'est une personne.
C'est une personne avec qui il y a quelque chose qui va se passer, qui vont faire qu'on va se faire confiance et qu'on va petit à petit se livrer, l'amitié va se développer et on va pouvoir être vraiment soi-même avec cette personne-là. C'est pour ça qu'ils sont là-dessus, ils sont extrêmement fidèles en amitié sur ça, parce que parce qu'ils ont un ou deux confidents à tout casser. Il y a une ou deux personnes qui les connaissent vraiment. Le reste du monde, non. Mais leurs parents, leur famille, non. Personne. Personne. À part cet ami, ou ça peut. Alors je dis leurs parents, leur famille, c'est parce que généralement les familles japonaises sont pas trop non plus à s'intéresser aux personnalités des uns et des autres. Pour moi, la famille japonaise telle que je l'ai vue, telle que je l'ai vécue, à peu d'exceptions près, c'est des colocataires. Les familles japonaises, c'est des colocataires. C'est chacun fait sa vie de son côté. Ils se croisent le soir, ils se croisent le matin. Des discussions à cœur ouvert dans la famille, ouais, c'est une fois tous les 6 ans à peu près, hein, voilà quoi. Donc c'est aussi pour ça que bon voilà, bonsoir Colline de Jambon, que les choses se développent. Donc grosso modo, vous arrivez à la fin de vos études avec cet endoctrinement au masque social très fort, un ou deux amis qui vous connaissent vraiment et et ce pas dans l'inconnu qui va être le lancement vers les études supérieures. Je parle de la fac, je parle de l'université, tout ça. Et là, c'est un moment compliqué, c'est un moment extrêmement compliqué. Je vous explique pourquoi. Vous allez quitter le groupe dans lequel vous avez été formé. Voilà, ce groupe qui vous suit depuis l'enfance jusqu'au lycée, à la fin des études supérieures pour passer, enfin la fin des études, genre jusqu'au bac entre guillemets, c'est pas un bac, mais jusqu'au bac entre guillemets, euh, vous allez être projeté dans l'inconnu parce que chacun va passer ses concours pour aller dans des facs différentes, parce que les trois quarts des facs l'entrée se fait sur concours. Chacun va avoir différents plans de carrière, des idérata en fonction de ses résultats, en fonction de ses voilà, c'est des idérata tout ça. Euh, et c'est là où le groupe explose, parce que chacun va partir dans un sens dans un autre. Ce qui veut dire que tous les éléments du groupe qui avaient appris à fonctionner ensemble vont devoir apprendre à fonctionner avec d'autres personnes. Extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Puis c'est là où, justement, bah, généralement, c'est là où 80% des cas, tu risques de perdre ton meilleur ami parce qu'il risque de partir ailleurs. Et vous avez pu vous voir et vous dire, voilà, on restera en contact, ça va être compliqué de pas avoir quelqu'un tous les jours, pas l'avoir dans son quotidien. Au Japon, c'est compliqué de rester en relation avec. Donc on est sur un moment charnière, vraiment. Et c'est là, bah, grosso modo, que la vie au Japon te dit, tu vois, on t'a éduqué au tatemae, on t'a appris à faire, à fabriquer ton masque social, c'est bien. Maintenant, l'entraînement, c'est terminé. Maintenant, tu vas passer en conditions réelles, mon ami. Tu vas arriver avec des gens que tu connais pas, il va falloir tester s'il fonctionne ton masque social. Heureusement, c'est là où c'est très intelligent, c'est que l'université, la fac, contrairement à la fac en France où c'est généralement une grosse souffrance, euh, la fac au Japon, c'est une bulle. C'est une bulle d'oxygène. C'est à la fois une épreuve, mais à la fois un moment de détente. Et là, c'est très très sympa, c'est très fort de faire ça. Parce que, grosso modo, quand vous passez vos concours d'entrée en université, si vous réussissez un concours d'entrée pour une université précise, ça veut dire que vous avez le niveau pour l'université. Ça veut dire que, grosso modo, ce que vous avez appris pour passer le concours, bah, c'est ce qu'on va vous enseigner à l'université, donc vous le savez déjà. Peu de choses près, vous le savez déjà. Si vous rentrez, allez, tant qu'on est dans les clichés, allons-y à fond. Si vous réussissez le concours d'entrée à Todai, vous avez limite pas besoin d'aller à Todai. Le concours d'entrée est tellement ardu pour aller à Todai que Todai c'est Tokyo Daigaku, c'est la fac ultime du Japon, voilà. Le concours d'entrée c'est une légende de difficulté. Grosso modo, si vous arrivez à faire ce concours-là, vous pouvez directement vous présenter en tant que ministre, un truc comme ça. Le job est à vous, tout va bien. Mm. Donc, salut Cédric, ça va? Ah, j'avais pas vu ton petit plop plop. Donc,
les cours à la fac, je vais pas dire qu'ils sont accessoires, mais ils sont légèrement secondaires. C'est pas grave. Si vous n'êtes pas très très sérieux dans vos études à la fac, c'est pas très très grave. Donc la fac, ça va être 2 ans, 3 ans, 4 ans max de récréation. C'est la grande récréation de la vie au Japon, la fac. Et il y a deux trucs qui se passent à la fac. L'individualité, elle va pouvoir s'exprimer un peu plus librement. Parce que justement, plutôt que tester le masque social, il y en a qui vont justement tester leur personnalité, voir si ça passe. Il y en a qui vont profiter de la fac pour tester des choses, pour voyager à l'étranger, pour voilà. Ils vont s'ouvrir. C'est le moment où tu t'ouvres la fac. C'est le moment où tu vas faire plein d'expériences, parce que derrière ce qui t'attend, ça tu le sais très bien, parce que tu vois tes parents le faire depuis des années. Ce qui t'attend, c'est le monde du travail après la fac, et le monde du travail, ça rigole zéro. Donc du coup, tu te dis, voilà, j'ai 4 ans, wouhou, pump it up, c'est parti, go, et c'est la teuf. Donc, tu vas te lancer là-dedans avec beaucoup d'enthousiasme, parce que tu as travaillé comme un damné pour avoir ton concours, c'est le moment d'en profiter. Et là, et là, et là, hélas, tu vas te rendre compte que, des années et des années d'endoctrinement où on t'a inculqué le masque social, tu vas pas t'en débarrasser aussi facilement, mon ami. Non, non, non. Non, 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 les vieux réflexes reviennent au galop. Surtout quand t'as 19 ans et que c'est ton mode de défense de base. Et oui, c'est ton mode par défaut. Et se sentir à l'aise avec d'autres gens qui ont 19 ans et qui se cherchent aussi, c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. Et là, on voit que même s'il n'est pas obligatoire, le masque social, il est déjà en place, c'est déjà trop tard. Il est déjà ancré. Et il va continuer de se développer. Il va continuer de se développer. Et après, justement, ces études, on va atteindre le dernier level dont je vous parlais en début d'émission. On va rentrer dans le monde du travail. Et dans le monde du travail, là, c'est le boss final des internets, comme dire. C'est non, ta personnalité, tu l'oublies, tu la ranges précieusement dans une petite mallette et tu la planques dans un coin, parce que là, non seulement tu as besoin de porter un masque social, mais tu as besoin de porter le masque social adapté à ta fonction. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir ta personnalité pour interagir avec les autres êtres humains, tu vas devoir développer une personnalité pour interagir avec les êtres humains qui sont tes... comment dire ça? À la fois tes supérieurs et à la fois tes inférieurs dans le cadre du travail. Et j'insiste sur ces deux points. Tant et si bien que le japonais a développé plusieurs niveaux de langage pour adapter ce masque social. Vous avez sûrement entendu parler du teine et du keigo, qui sont des modes d'expression qui sont un langage extrêmement châtié, extrêmement complexe en japonais, qui sert en fait justement à s'exprimer d'une manière très polie dans le cadre professionnel, de façon à placer en fonction de la manière dont vous adressez une personne, vous situez immédiatement dans le vocabulaire que vous employez, dans la structure de phrase que vous employez, si cette personne en face de vous est votre supérieur ou votre inférieur, ou votre égal. Rarement votre égal. Colline de jambon, pour te répondre, j'ai vécu tout bout à bout, j'ai vécu un peu plus de 3 ans au Japon, mais c'est un pays que je fréquente très régulièrement. Donc c'est pas, j'ai pas vécu des dizaines d'années, mais je connais un peu. Et donc du coup, parce que j'ai fait une partie de mes études là-bas, j'ai travaillé là-bas, je me suis marié là-bas, et oui, ça arrive au meilleur. Donc ouais, j'ai vécu pas mal d'expériences très différentes là-bas. J'ai enseigné là-bas, si, pas beaucoup, mais un petit peu. Bref, revenons à nos moutons. Donc, rien que dans le niveau de langue, le masque social, il est présent. Il est présent parce que ce niveau de langue, il est d'une politesse telle,
il est trop poli pour être honnête. C'est littéralement ça, il est trop poli pour être honnête. On ne peut pas être honnête en parlant comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible, parce qu'il y a des formules consacrées. Voilà, vous connaissez tous le Yoroshiku onegaishimasu, qui le traduit, pas littéralement, mais le plus adapté à son sens profond, c'est je me recommande à vous. Je me recommande à vous. Vous voyez tout ce que ça implique. C'est-à-dire que c'est pas je vous fais confiance, c'est pas j'espère qu'on va bien s'entendre. C'est non, je me recommande à vous. C'est-à-dire que moi, ma personne, je j'espère que vous allez en faire quelque chose de bien. D'un côté, je me mets à votre service, mais d'un autre côté, vous allez vous mettre à mon service aussi. Euh, Voilà, c'est des choses comme ça qui sont assez impressionnantes. Et vous le ressentez, j'allais dire presque physiquement. Presque physiquement. Vous n'avez pas tous travaillé dans les sociétés japonaises, c'est pas ce qu'on vous demande, mais si vous avez foutu deux pieds au Japon, vous êtes allé dans un magasin et vous avez éventuellement parlé avec un vendeur ou une vendeuse. Ça va vous. Pour peu que vous parliez deux mots de japonais, ça va vous percuter l'âme de voir à quel point, de quelle manière les gens s'adressent à vous. Ils le font pas parce que vous êtes le grand seigneur qui, dans sa grande mansuétude, est venu claquer quelques yens dans leur magasin. Non, ils le font parce qu'ils sont obligés, parce que c'est comme ça que ça se passe, et puis c'est comme ça qu'on parle au client, parce que le client de base, il est au-dessus de vous. Donc vous allez vous en manger du TN et du Keigo. Yoroshi deshoka toka ne. Des trucs comme ça, avec des formules de politesse d'un alambic jusque-là. Et là, vous êtes là. Puis pourquoi 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 tant de choses, tant de blabla? Bah parce que si on vous parle poliment, si on vous se met totalement à votre service, eh bien l'expérience n'en sera que meilleure. Vous allez être content d'être entré dans ce magasin, vous allez être content d'avoir fait vos achats dans ce magasin, on vous aura bien traité, et ben la paix sociale est préservée. Il n'y aura pas de conflit. Et alors, si jamais, au grand jamais, euh, il se passe quelque chose qui bloque, hein, pour reprendre un des grands penseurs de notre siècle, ça ne passe pas, ça accroche. Il y a un truc qui bloque, voilà. Vous êtes client, il y a un truc qui va pas. Un truc qui va pas, et vous allez commencer à vouloir en parler avec les employés du magasin où vous êtes, parce que voilà, non, il faut trouver une solution. Et ben là aussi, vous marchez sur des œufs, parce qu'autant le contrat n'est pas à sens unique. Autant on attend des employés du magasin qu'ils se comportent d'une certaine manière, autant on attend du client qui se comporte aussi d'une certaine manière, et qu'il ne soulève pas de problèmes trop difficiles à résoudre. Parce que si on sort du schéma qui a été donné aux employés du magasin, les pauvres, ils sont paumés. Ils sont paumés. Salut Weiss. C'est waouh. Un exemple d'illustration. Un exemple d'illustration. Euh, je vais vous en donner deux d'exemples, un exemple, un contre-exemple, vous allez comprendre. J'aime bien raconter cette histoire parce que là, pour le coup, ça a débouché sur pas une amitié, mais une camaraderie. Euh, il y a un magasin où j'allais très très souvent au Japon quand je faisais mes études là-bas, qui est un magasin qui s'appelle Village Vanguard. Je sais pas si ceux qui ont vécu au Japon, je pense que ça doit vous parler un petit peu. Qui est un magasin, grosso modo, de produits sous licence, très divers et variés. C'est une sorte de drugstore à l'ancienne, c'est-à-dire vous avez des magazines, vous avez des fringues, vous avez des jeux vidéo, vous avez des accessoires de mode, vous avez des bijoux, vous avez tout, mais c'est souvent des produits un peu cool, des produits un peu sous licence, des produits un peu sympas qui sont soit liés à une marque, soit qui ont une utilisation un peu rigolote. Vous pouvez trouver des DVD de séries à la mode, des trucs comme ça. Et parmi les licences qu'ils proposaient, euh, on avait la licence Worst et Crows, qui est
qui est grosso modo un manga qui est basé sur la vie des Yankees, hein, sur la vie des voyous japonais. Si vous avez eu la chance dans votre vie de voir les films qui ont été tirés de cette licence, qui sont Cross, Cross Zero, et voilà, si vous les avez pas vus, vous allez courir immédiatement. Courez immédiatement, aller les chercher, aller les voir, parce que c'est des films qui sont merveilleux. Et le premier, en tout cas, allez voir le premier. Si vous devez en voir qu'un, voyez que le premier, il est juste splendide. En plus, avec des acteurs de ouf. Et donc, il y avait un corner qui était dédié à cette licence. J'étais très fan de cette licence. Ça parle de Yankee, moi je suis très fan des Yankees, des Oku, de tout ça, donc voilà. Et je vois une veste, putain, qui pétait de classe. Qui pétait de classe. Une veste de Front of Armaments. Si vous connaissez le manga, vous savez à quoi ça fait référence. Et voilà, je me suis dit, cette veste, il va me la falloir. Il va me la falloir. Et je vois le prix de la veste. Je fais, il va me la falloir dans quelques temps. 400 balles la veste. Oui, ça fait cher pour une veste quand même. Même si elle est très jolie, ça fait cher pour une veste. Je lui dis, écoute, c'est pas grave. Je vais mettre un peu de côté, tout ce que je peux. Et puis un jour, quand j'aurai la thune, j'irai me payer ma veste. Ce que j'ai fait. Et j'ai discuté assez souvent avec un des vendeurs du magasin, qui était super sympa. Et il savait que je voulais cette veste. Il savait, parce qu'on en avait parlé plusieurs fois. J'ai dit un jour je te la prendrai et tout. Je fais, ouais, t'inquiète. Et le jour arrive. Le jour arrive. Je viens avec ma petite enveloppe. Avec mes 40 000 yens, mes yonman. Je dis, ouais, je les ai. Et j'arrive, je fais, ouais, c'est le jour, ça y est, je te prends la veste. Et là, il me regarde, il fait, je suis désolé, je l'ai plus dans ta taille. Je dis, non, non, c'est pas possible. C'est pas possible, non, me fais pas ça, ça fait des mois que j'économise, me fais pas ça. Étudiant à l'époque, hein, j'étais boursier, boursier au Japon, donc je touchais pas des milliers et des cents, tu vois. Donc voilà quoi. Et, euh, et le gars il me fait, bon, attends un peu, attends un peu. Et il m'a rien dit. Il m'a dit, tu vas pas partir tout de suite. Je suis non, le magasin était dans un centre commercial, vous savez, un mall immense. Donc, dis non, va balader, fais tes courses, reviens. Laisse-moi une demi-heure, reviens. Ok, d'accord. Je dis, il va pas me faire une veste en une demi-heure, le garçon. Il est doué, mais pas à ce point-là. Euh, et le gars disparaît, grosso modo. Donc, pareil, je fais mes courses, je balade et tout, je reviens. Et je reviens une demi-heure après. Et je me dis, il est où Je crois que voilà. Il passait où? Je vois un de ses collègues. Je me dis, attends, bouge pas, il est pas loin, il arrive. En fait, j'ai appris que le mec avait appelé les autres magasins de la région, avait trouvé un magasin où il y avait encore ma taille. Il avait pris son vélo, il avait tracé en vélo à l'autre magasin, il avait récupéré la veste à ma taille pour la ramener, pour me la vendre. Voilà le niveau de prestation qu'on peut avoir dans certains magasins au Japon. J'ai écrasé une larme, honnêtement. Ce mec, je l'ai invité après, on est allé faire des karaokés ensemble, voilà. Le mec, je l'aime d'amour tendre, ce gars. Je l'aime d'amour tendre. Ce mec m'a porté une joie immense. Non seulement c'est un vendeur exceptionnel, en plus il était cool comme garçon, en plus il arrive à enchaîner au karaoké du maximum de hormones. Et vous savez que c'est pas facile, hein. Ce mec m'a chanté Ningen Fucker. Putain, il m'a chanté Ningen Fucker au karaoké. Ce mec, c'est. Voilà. Où qu'il soit, des bisous. Voilà. Donc, bref, ça, c'est un exemple d'un gars qui va se fendre en deux pour toi, qui va être vraiment. Là, il a fait vraiment le extra mile. Et moi, je trouvais ça fou. Je trouvais ça fou qu'il prenne son vélo pour aller chercher un truc et tout. Alors, j'en ai discuté avec ma femme. Et je lui dis, mais ça, c'est. Salut Macnes. Salut Anoya. Ah, Anoya arrive avec ses crêpes. Et du coup, elle me fait, non, mais alors, elle me dit, honnêtement, il t'aime bien. Honnêtement, il t'aime bien. C'est quelque chose que là, dans ce type de magasin, il ferait pas pour tous les clients, clairement pas. Mais ouais, c'est pas surréaliste. C'est pas surréaliste. Euh, donc voilà.
Et, et du coup, je fais ok, ça m'a fait relativiser pas mal de choses. Voilà. Mais voilà, c'est quelque chose qui est attendu de la part des vendeurs de faire le extra miles. Bon, lui, il était débrouillard. Par contre, j'ai l'exemple inverse. J'ai l'exemple où en fait, j'ai cassé les vendeurs. Enfin, j'ai cassé la vendeuse, en fait, grosso modo. Je l'ai littéralement fissuré sur place. Où j'étais un peu énervé ce jour-là, je sais plus pourquoi. Et j'arrive dans un magasin, je crois que c'était un convini à la con, un truc comme ça. C'était pour une histoire de. Vous savez, en fait, je vais pas faire tout le contexte, mais au convini, on fait tout. Convini, on fait tout, on fait pas juste d'acheter des trucs, on peut payer ses impôts, on peut payer des taxes, on peut envoyer des colis, on peut acheter des billets pour des spectacles, on peut tout faire dans un convini, c'est incroyable le niveau de service d'un convini. Et je crois que j'étais là pour acheter des timbres, des trucs comme ça, enfin des timbres fiscaux, enfin un connerie comme ça, un truc qui me gonflait. Et j'arrive, voilà, j'explique, blabla, blabla, donc j'ai besoin de ça, tout ça. Et, et ouais, mais Timan, c'est l'exception En France, il n'y en a pas deux comme lui. Alors Timan, voilà. Guillaume, c'est un amour enrobé d'encore plus d'amour, en fait, voilà, grosso modo. Et donc voilà. Et la nana, elle commence à me dire non, ça c'est pas possible, le petit Mouri, c'est Zananagara, je suis vraiment désolé, blablabla, je suis profondément désolé, mais c'est pas possible, il y a un truc qui bloque, machin et tout. Et là, en tant que client, ma responsabilité était d'accepter ces excuses, de dire ok, pas de problème, je comprends. L'échange était censé s'arrêter là. Ne devait pas insister. J'étais pas bien luné ce jour-là, j'ai insisté. J'ai insisté. Je dis, ah oui, mais vous me dites que c'est impossible, mais il y a ça qui veut dire, mais ça, vous pourriez le faire ça, puis vous pourriez mettre ça, ça, ça en place, et là, ça serait possible. Et au pire, vous pourriez me donner une autre solution ou aller chercher un truc ailleurs. J'ai répondu ça, vraiment, pas énervé à ce point-là, mais d'une manière, avec une logique un peu froide et un peu implacable. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est qu'à ce moment-là, non seulement j'étais sorti totalement du Tatemae, j'étais loin, très loin, mais j'étais sorti du script. Parce que les vendeurs, les employés au Japon, ils ont un script. Situation A, tu réponds comme ça. Situation B, tu réponds comme ça. Situation C, tu réponds comme ça. J'étais dans la situation X. Voilà. J'ai vu littéralement la vendeuse, croyez si vous voulez, mais je l'ai vu littéralement se fissurer de l'intérieur. Elle savait pas, elle était perdue, elle savait plus quoi dire. Je regardais le fond de l'œil, j'avais un écran bleu, erreur système. Bip. Et reboot impossible, c'est fini. Éteint de force, redémarre le BIOS, pris pour que ça marche. Et elle était finie. Il n'y avait plus rien à en tirer. C'était bon, j'ai laissé sur place. Du coup, il n'y a pas de problème. Je vais me débrouiller. Merci. Au revoir. Elle était bloquée. C'est erreur système dernier level. Et ça, c'est voilà. C'est pour vous illustrer que le Tatemae, c'est dans tous les sens. Ça s'applique à tout le monde. C'est quelque chose de nécessaire dans la société japonaise pour que ça fonctionne. Parce qu'on attend, on est tout prêt à vous le donner, mais on l'attend aussi de vous. Et par contre, quand vous jouez avec ces règles-là, quand vous avez compris les règles, vous savez comment ça fonctionne, bah c'est hyper reposant au final. Et quand je vous dis qu'il n'y a pas que des désavantages, il y a ça. Il y a le côté de dire je peux aller à travers ma journée, j'ai quelques formules magiques à connaître, j'ai quelques règles à connaître, et je peux passer à travers ma journée tranquille, tranquille. Pas de conflit, rien. Moi, ça m'a fait un choc quand je suis revenu en France et que je me suis rendu compte que pour tout, il fallait se battre. C'était chiant. Tu veux faire un truc à la banque, c'est chiant. T'en as pour 2 heures au téléphone pour expliquer des trucs. T'as besoin de prendre un billet de train, c'est la merde, faut machin. Et les services clients, et les bidules, et les chouettes, et c'est lourd que ça en peut plus. Bah, au final, le Tatemae, ça m'a manqué.
ça m'a manqué un petit peu, j'avoue. Et moi qui suis quelqu'un qui aime pas l'hypocrisie, qui déteste les faux semblants, j'ai eu des bastons hyper violentes là-dessus. Bah, avec un peu plus de bouteilles, un peu plus d'expérience, je me suis dit, putain, au moins c'est plus simple des fois, hein. Des fois, on se prend moins la tête et on peut profiter un peu des choses. Et c'est vrai que on relativise aussi quelque chose de manière vraiment sur le long terme, de manière un peu détachée, de manière a posteriori, mais très très a posteriori. C'est qu'on se dit, toutes ces fois où sur un coup de sang ou sur des conditions particulières, je dis ce que je pensais de manière un peu brutale, un peu violente, justement sans ce masque social où je pétais le masque, ouais, à la Bleach, Bankai, Wizard, la totale quoi. Et grosso modo, j'ai fait ça. Au final, la raison première, est-ce qu'elle valait le coup? Parce qu'au final, j'aurais fermé un peu ma gueule, j'aurais pris un peu sur moi, bah ça passait plus crème, j'avais plus ce que je voulais, et ça jouait. Et ça jouait tranquillement. Et puis à la fin de la journée, je me disais, bon, au final, tu t'es chauffé là-dessus, ça valait pas le coup, c'est pas grave. Il y a cet aspect-là aussi, dans cette discipline de contrôler ce qu'on dit, de contrôler ce qu'on fait. Il y a aussi cette espèce de rampe de sauvegarde, de rampe de sécurité qui vous empêche de faire des trop grosses conneries aussi. C'est un équilibre, c'est un équilibre. Vous voyez, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Maintenant, je vais pas vous mentir, le concept, le principe de Tatemae, je trouve que sur le long terme, ça fait mal. Il y a du dommage. Il y a du dommage. Des gens qui en sont tellement handicapés sentimentalement qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer et qui perdent un temps fou sur beaucoup de choses, alors que juste ils auraient l'habitude de s'écouter un peu, bah ça résoudrait beaucoup de problèmes rapidement. Le prix à payer est quand même très très lourd. Alors oui, je vous l'ai dit, il y a des soupapes. Il y a des soupapes de sécurité, encore dans le monde professionnel, il y en a. Les soirées d'équipe, les fameuses soirées où tu vas te bourrer la gueule, où tu fais n'importe quoi, machin tout, où tu peux dire n'importe quoi à tes collègues, dire je te choper ton patron, l'attraper au callback, lui dire t'es un enculé de ta mère, tu sais ça, que ta mother est une génisse. Voilà. Et le lendemain dire non mais j'étais bourré, perché, perché, j'étais bourré. Y a cette soupape qui est possible, bon, sans en abuser là, je suis monté très très loin dans les tours, mais je vous avais raconté l'histoire des comptables ou pas? Je sais plus si je vous l'avais raconté. Je crois que oui, je crois que je vous l'avais raconté. Euh, dans le milieu professionnel, donc vous voyez ces fameuses soirées auxquelles on vous oblige un petit peu à participer, où bah, toute l'équipe va dans un izakaya se bourrer la gueule pendant 2 heures avant de rentrer avec le dernier train. Grosso modo, c'est un grand classique, hein. C'est vraiment les soirées pas très optionnelles où il vous faut une très très bonne raison pour pas y aller. Ça vous fait rentrer à pas d'heure, vous êtes déboîté le lendemain, mais bon, c'est bien pour la cohésion du groupe. Exactement, c'est très bien illustré. Agretsuko, honnêtement, alors, on va faire une rapide parenthèse sur Agretsuko avant d'aller sur la petite anecdote des comptables. Vous avez un peu de suspense. Agretsuko, honnêtement, je n'ai jamais vu une œuvre de fiction aussi proche de la réalité sur la société japonaise. Agretsuko, c'est quelque chose du domaine du documentaire pour moi, honnêtement. Parce que dans Agretsuko, tous les personnages que j'ai vus, à deux ou trois exceptions près, je les avais déjà croisés dans la vraie vie, ces gens-là. Et on a regardé ça avec ma femme, et, euh, et on a regardé, et puis on regardait le truc, on faisait, c'est elle, c'est lui. Et tu sais, on avait les mêmes noms qui sortaient en même temps. Un moment, je sais pas si, je sais plus comment elle s'appelle dans Agretsuko. Attendez, je vais regarder. Il y a un personnage qui m'a échappé. Agretsuko Neko-chan. C'est pas ou un truc comme ça. Euh, elle y est pas. Elle. Puko.
Puko. Puko, quand on a regardé... Alors attendez, je vous mets en... Voilà. Je vous change l'écran. Ah, tu m'embêtes. Hop là, le chat. Hop là, bouge le chat. Voilà. Puko, vous voyez, elle là. Dans Agretsuko, on commence à regarder ça ensemble avec ma femme. On regarde, puis on fait... On l'écoute parler, le personnage, on écoute ce qu'elle dit et tout, la substance du discours, puis même la façon de parler, on fait... Je commence à me tourner vers ma femme, je fais... C'est ta sœur. C'est totalement ta sœur. Et ma femme était bord de rire, elle fait oui, je sais, j'y pensais. Je sais pas le dire, mais j'y pensais, c'est totalement ma sœur. Voilà. Mais les trois quarts des personnages, honnêtement, je les ai croisés IRL, quoi. C'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Euh, c'est- Et donc, Agretsuko, honnêtement, si vous avez jamais, si vous avez envie de faire un petit point sur la culture japonaise, sur la manière de se comporter au travail, dans la vie, tout ça, c'est très bien. C'est super juste. Il y a des situations un peu rocambolesques parce que sinon c'est pas drôle, mais le comportement des personnages, il est merveilleux. Il est merveilleux. Surtout la saison 4 là. La saison 4 elle est moins rigolade, gaudriole, blablabla. Elle est d'une tristesse, la saison 4. Bon, c'est justement concentré sur sur la dureté de l'univers du monde du travail. Encore plus que les autres saisons, parce que là, on est sur le thème du licenciement, le thème de machin, où c'est chaud patate. Et alors, vous avez des persos dans les trois premières saisons où on vous dit c'est un peu les connards, c'est un peu la nana un peu chiante, machin tout. Alors, on a vu déjà au fur et à mesure des saisons qu'ils étaient jamais aussi manichéens que ça, que même le boss un peu connard, il pouvait être sympa, tout ça et tout. Et là, dans cette saison 4 ces personnages-là, mais ils prennent tellement cher. Et en plus, ils réagissent, mais tellement bien, ça devient des... Vous allez les admirer. Le boss du service de comptabilité, là, Ton-san, là, le porc, le cochon. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a tout mon respect dans la saison 4 d'Agretsuko. Mais qu'est-ce que je le vénère dans la saison 4 d'Agretsuko. Bon, pas autant que Feneko, parce que Feneko, c'est le top. Mais voilà, quoi. Euh... ouais. Oui, bah, de temps en temps, vous avez des éclairs. Quand vous connaissez des gens, des Japonais depuis longtemps, ils essayent un petit peu. Et de temps en temps, vous avez des espèces de micro-éclipses solaires où bah, il y a votre pote japonais qui va vous sortir une vanne ou un truc comme ça. Mais c'est passé. Mais c'est passé. Mais tu sais faire ça, toi? Tu sais faire de l'humour comme ça? C'est trop bien. Continue. Et là, non, c'est fini. Il faudra attendre encore 3 ans. Ah là. La première fois où ma femme, en plus elle a fait ça en public, cette connasse, la première fois où ma femme m'a lâché sans pression un ta gueule, j'étais choqué. J'étais encore plus choqué que tous les gens autour, parce qu'on n'a jamais entendu cette chico sortir un truc comme ça. Et puis alors, tu sais, mais j'étais choqué, mais j'étais même pas fâché. J'étais pas choqué triste, j'étais choqué heureux qu'elle soit capable de sortir un truc comme ça, qu'elle soit capable de le mettre au bon timing, et ça sortait tellement de nulle part. Mais ça va? Tu veux un verre d'eau? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien? Non, c'est bien, vous continuez, mais oula! Une étape à la fois, ne grillons pas ne grillons pas tout ça. Choqué et fier, exactement. Choqué et fier, totalement. Euh, le tageru. Depuis, c'est devenu une légende urbaine, hein. Dans le microcosme de Noob, le tageru de Sachiko, il est devenu légendaire, hein. C'est l'attaque ultime, c'est-à-dire tu t'en prends un, c'est bon, tu es réduit en poussière, quoi. C'est le Galaxian Explosion, quoi. Euh, je trinque parce que je parle beaucoup. Bon, revenons-en. Parenthèse Agretsuko terminée, parenthèse ma vie perso terminée. Revenons à nos chers salaryman de la compta. Je sais plus à quelle occasion.
J'étais du côté, je sais plus si c'était Dotonbori ou Nihonbashi ou un truc comme ça. Enfin, dans les quartiers où il y a des discothèques, où il y a des bars, des trucs comme ça, plutôt vers le sud de Tokyo. Et on baladait avec des potes, je pense qu'on avait un rendez-vous pour aller voir des gens ou quoi que ce soit. Et vraiment entre 2 heures, vous savez, c'était pas trop tôt dans la soirée, c'était entre 21h et 22h, c'était pas encore l'heure de prendre le dernier train, mais c'était déjà l'heure où le taux d'alcoolémie commençait à taquiner gentiment le gramme, et on voyait dans la rue les gens qui s'amusaient un petit peu, qui se lâchaient un petit peu, blablabla, parce que ça sortait des bars, des trucs comme ça. Je sais qu'elle m'écoute, je sais qu'elle m'écoute. Je sais. Et du coup, on voit trois salaryman qui arrivent en face de nous, un peu loin, un peu à distance. Deux, un peu genre la cinquantaine bien tapée, hein, mais hyper digne, hein, les gars, c'est comme ça. Et au milieu, on en avait un, il devait avoir maximum 23-24 ans, euh, complètement pété, mais alors, mais rond comme un queue de pelle. Le mec, il était, tu voyais de loin, tu sentais l'aura de l'alcool qui était là. Ouh. Et il faisait n'importe. Les autres le tenaient vaguement, mais il faisait n'importe quoi. Puis à un moment, il part en courant, comme ça. Alors, tu sais, la fameuse course du mec bourré où il y a pas un membre qui est d'accord avec les autres membres pour la direction où aller. C'est-à-dire, t'as un bras qui part par là, un autre qui part par là, une jambe dans un sens. Tu sais pas comment ça va se terminer. Et il y avait un gros tas de poubelles, vous savez, les gros sacs noirs de poubelles, là, qui étaient sur le bord du trottoir, là où on passait. Et on voit le mec qui court vers les poubelles, et qui se jette dedans, qui saute dedans, et qui tombe dans les poubelles comme ça, qui... Il fait... Ouais, je suis Gomi, je suis l'homme poubelle, wouh. Et là, t'as les deux gars qui étaient derrière, les deux salarymen un peu dignes, qui sont là. Il est con, ce Susuke, qui se marrent un peu, qui vont le ramasser, et sort de là. Et là, tu comprends la situation. Et là, tu analyses 2 secondes et tu comprends la situation. Tu sais que les deux gars, c'est des mecs, c'est des vétérans, hein, c'est des mecs un peu old school, qui, euh, qui s'occupent du petit nouveau qui a dû rentrer dans l'entreprise. Grosso modo, ça doit faire 1 an à tout casser, même pas. Qui sont un peu ses tuteurs, vous savez, sont les senpai, justement. Et on est dans une de ces soirées, bourrage de gueule, lâchage de pression, où le mec il va faire n'importe nawak, et ses boss qui sont avec lui, parce que c'était ses patrons, hein, clairement, c'était ses supérieurs hiérarchiques, hein, ils vont rigoler, tu es un petit peu con, mais on t'aime bien. Et demain, personne ne lui dira rien. Le lendemain, non, il y avait le couvert de l'alcool, chunk, on remet le masque social, il ne s'est rien passé. Il n'y a aucun souci, pas de problème. Euh, on a passé une bonne soirée, et c'est tout ce qu'on dira. Il n'y aura pas de jugement de valeur. Il n'y aura pas de répercussions dans la manière de se voir mutuellement. Il n'y aura pas de bruit de couloir. Oh là là, Yusuke s'est jeté dans les poubelles. Là là, oh lol. Parce que ça s'est passé dans une soirée qui était là pour ça, qui était une soirée évacuation de pression, qui était dans le concept justement du défouloir le plus total. Le gars, il a fait ça, ça lui a fait du bien, il a fait n'importe quoi, il s'en bat les steaks. Le lendemain, il va reprendre ses fonctions, son taf, son machin, il va se reprendre sa pression sur la gueule. Personne ne lui tiendra rigueur de ce qu'il a fait pendant cette soirée. C'est normal. C'est un des aspects du truc aussi. Euh, c'est. Mais. Alors, c'est jouissif, je suis d'accord avec toi, Guito. Mais en fait, au-delà de ça, c'est nécessaire. C'est d'une importance capitale. Sans ça, les mecs, ils claquent. Ils ne tiennent pas. Vous imaginez pas la pression qu'il y a de travailler dans une société japonaise. Je ne vous recommanderai pas Amélie Nothomb, qui est une connasse finie. Stupeur et tremblement,
C'est les fantasmes convulsifs d'une gamine qui on n'a pas donné assez de fessée quand elle était gamine, grosso modo. Oui, c'est mon avis personnel sur Stupeur et Tremblement. Vous pouvez me coter, voilà, Tenchiro qui a dit Amélie Nothomb mériterait plus de fessée. Voilà, si vous voulez. Je vous l'offre, c'est cadeau. Donc, grosso modo, on n'en est pas là, mais c'est quand même compliqué. C'est quand même extrêmement compliqué, dans le sens où, au-delà de la productivité, il faut être extrêmement carré dans le travail. C'est-à-dire qu'on ne vous reprochera pas d'être lent, par contre, on vous reprochera la moindre erreur. C'est-à-dire que votre boulot, vous devez le vérifier 10 fois. Euh, et c'est pareil, dernière saison d'Agretsuko, vous avez un truc là-dessus, hein. Donc du coup, on vous demande de travailler sous une pression constante, de jamais faire la moindre erreur, en fait. Et quand vous allez, on va vous confier un travail, que vous êtes doué pour faire ce qu'on vous demande, que la tâche n'est pas hyper compliquée et que vous allez la faire en 10 minutes et que vous allez arriver en disant bah c'est bon j'ai fini, on va vous regarder en fait. T'es un connard en fait, t'as un putain de tir au flanc, t'as fini en 10 minutes, d'où tu me fais croire que t'as fini en 10 minutes? Personne ne finit en 10 minutes. Donc t'as fait du mauvais travail. Non mais regardez, c'est bon, tout est juste, tout est ok, c'est fini, c'est fait, c'est propre. Non, non, refais-le. Je suis sûr que tu l'as mal fait. Je veux même pas le voir. Ça, c'est quelque chose, c'est pas du tout dans nos valeurs à nous. Ça, c'est compliqué à comprendre pour nous. Mais ça fait partie de la pression qu'on a au boulot au Japon. C'est typique, ça. C'est vraiment le sushi, les ramen, la pression au boulot, hein. Dans cet ordre. Non, je déconne, mais voilà quoi. C'est ce genre de choses, mais c'est quelque chose difficile à vivre. Euh, pareil, pareil, un autre exemple qui va vous faire un petit peu saisir ça. J'ai un pote qui bossait dans une agence de voyage, dans des voyages organisés pour une grosse société. Comme vous le savez, peut-être ou peut-être pas, je sais pas, au Japon, le système ferroviaire n'est pas sous monopole. Ici en France, c'est la SNCF, point barre. En Suisse, c'est le CHF ou le CFF, je sais plus. Voilà, grosso modo. Avec quelques lignes vaguement, grosso modo, sous contrôle privé, blabla, mais c'est encore hyper timide. Au Japon, vous avez plusieurs sociétés qui se partagent le réseau ferroviaire japonais. Vous avez le plus connu, c'est Japan Railway, ouais, Japan Railway, JR, voilà, le CFF non, pardon, je sais pas encore, j'ai pas encore pris assez le train ici en Suisse. Euh, vous avez donc Japan Railways, vous avez Seibu, et Seibu est une grosse société qui fait aussi des voyages organisés, et il bossait pour cette société. Donc lui, son rôle, c'était de s'assurer que les étapes sur les voyages touristiques de ses clients étaient à la hauteur des critères de ce qui était vendu, c'est-à-dire que les restaurants, les hôtels, les lieux touristiques proposent bien les prestations qui étaient négociées, que la qualité du service soit à la hauteur, tout ça. Donc c'était un gros boulot et il était aussi responsable pour les VIP, c'est-à-dire que souvent il était de permanence. Quand il y avait un gros client qui faisait un voyage, si le client décidait de l'appeler à 2 heures du matin parce qu'il n'était pas content de quelque chose, il fallait qu'il réponde au téléphone et qu'il résolve le problème le plus rapidement possible. Voilà, c'était deux aspects de son boulot, il n'y avait pas que ça, mais c'était deux aspects de son boulot. Donc c'est quelqu'un qui est d'une intelligence extrême et qui est très très rapide dans sa compréhension et de son action. Donc c'est quelqu'un qui avance très vite, et du coup, ça lui a posé des problèmes avec certains de ses supérieurs. Ouais, c'est curieux d'être mis un peu au banc parce qu'on est trop efficace, mais ça peut arriver. Euh, il vivait quasiment, ouais. Il travaille dans un bureau, enfin, il travaillait dans un bureau qui était un petit open space où il y avait 4 ou 5 bureaux dans une pièce qui faisait à peu près une quinzaine, une vingtaine de mètres carrés.
Donc il y avait le bureau du patron, il y avait quelques... Et il y a une technique de management au Japon qui est alors d'une subtilité splendide. C'est quand on sent que dans l'équipe, il y a un petit peu de laisser-aller, qu'il y a un petit peu de laxisme, que les gens sont pas hyper au top, qu'il y a un peu de relâchement, que ça soit au niveau de l'attitude, enfin qu'il y a un problème de discipline ou quoi que ce soit. Bah, la technique, c'est, même s'il n'y a pas une personne en particulier responsable, c'est justement d'en prendre une au milieu, de le déboîter devant tout le monde, de lui faire passer un savon mais monumental, et de le réduire à l'état de charpie devant les autres, juste pour que ça remette tout le monde d'aplomb. Donc, une fois de temps en temps, t'as le boss, hein, t'as le manager, qui doit se fendre d'une petite commedia dell'arte, de nous faire une scène bien avec le volume bien poussé à fond, de partir en tous les sens, et Konoharo et machin, et de partir. Et il s'en prend un et il va l'enterrer. Il va l'enterrer d'insultes, de paroles comme ça. Il va faire ouais, t'es qu'une merde, tu sais pas bosser, tu ralentis tout le monde, qu'est-ce qu'on fout avec toi, tu es d'une inutilité absolue. Voilà, regarde, à cause de toi, tes collègues ils font des heures supplémentaires, c'est de ta faute. Voilà, la totale de la dégueulasserie. La totale de la dégueulasserie. Et ça va durer un bon quart d'heure. Hein. Ouais, sans fléchir. Les mecs, ils ont de l'entraînement. Hein. Pourquoi ils font ça? Ils font ça parce que ça fait partie de leur rôle. Ils ont rien contre... Ils ont parfois absolument rien contre la personne qui vont cibler. Ils vont la cibler juste parce qu'il faut pas toujours que ça soit la même, il faut que ça tourne. Et ils vont la cibler parce qu'il y a un moment où l'équipe, il faut elle soit resserrée, elle soit électrifiée, et il faut lui faire un choc. Donc le gars va revêtir son masque social de manager, et là on n'est pas forcément dans la politesse, dans l'absence de conflit, mais en fait si, c'est que pour que ça fonctionne, pour éviter justement des problèmes, il faut redresser la barre et il faut se fendre de jouer l'énervement, de jouer la colère et la réciproque. Comme je vous ai dit toujours, le contrat fonctionne toujours dans les deux sens. C'est que l'employé qui va être ciblé, bah il encaisse, ils disent rien, et soit comme ça, ils fassent hi, hi, sumimasen, hi, hi, hi. Et c'est tout. Point barre, ferme ta gueule. C'est compliqué, mais il faut que tu relativises que c'est pas forcément pour toi, c'est pour tout le monde, et que tu joues ton rôle. C'est chaud, c'est extrêmement chaud. Un jour, c'est tombé sur mon collègue, qui est français, hein, qui est français, qui est sudiste, hein, Toulon représente, et qui est pas un mec nerveux de base. Hein. C'est vraiment pas un mec nerveux, mais c'est un mec, faut pas trop, trop pousser, pas trop pousser. Et là, le boss commence à lui faire le truc, à le pourrir, à lui taper sur le bureau. Nandate, bra, bra, bra. Ce qui s'est passé, on fait pas ça à un sudiste. Il s'est levé, il a posé ses deux mains sur le bureau, il s'est levé, il a fait quoi? Mais vraiment, il a repris l'ascendant. Et là, et là, c'est la grosse erreur. C'est naturel, c'est humain pour nous la réaction qu'il a eue. C'est courageux en plus, on a tendance à l'admirer. Mais là, il m'a dit, non, en fait, j'ai fait une connerie, j'aurais pas dû faire ça. Je dis, mais pourquoi t'aurais pas dû faire ça? Attends, le mec, il te pourrit pour rien. L'aller-retour dans la gueule, le pied-bouche, c'est le minimum. Le salaire minimum pour tout ça. Non, non, j'aurais pas dû faire ça. Je dis, mais explique-moi, pourquoi t'aurais pas dû faire ça? Ben parce que je l'ai mis mal devant l'équipe, je l'ai contré, j'ai mis son autorité à défaut, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû, j'aurais dû encaisser, et même ça a créé un malaise au niveau des autres employés, parce que c'est pas comme ça qu'on fait, et parce que surtout, ben,
j'ai brisé l'effet qu'il voulait avoir. Je dis, mais c'est pas une méthode de management, tu peux pas pourrir les gens, c'est pas possible. Il y a moyen d'avoir le même résultat sans passer par l'humiliation publique. Il dit, oui, sûrement, mais ils ont plus l'habitude de faire comme ça, c'est vrai. Puis au final, c'était pas si grave, c'était juste énervant sur le coup. Non, mais voilà. Et ça a pas loupé. Ça a pas loupé. Il a quitté la boîte, je crois même pas un an après. Même pas un an après. En fait, ce qui s'est passé là n'a jamais été oublié. Autant il a été soutenu par d'autres managers qui étaient plus jeunes, qui comprenaient un peu plus et qui n'étaient pas d'accord avec ces méthodes-là de management, autant cette ardoise, elle a jamais été effacée. Et bon, il a fini par trouver. En fait, ils ont attendu qu'il trouve un autre job ailleurs qui l'intéressait plus. En fait, grosso modo, il fait toujours le même boulot, mais dans une autre boîte qui a été créée par quelqu'un qui connaît bien, donc il est associé dedans, donc voilà, ça se passe un peu mieux. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, lui-même dit non, j'aurais pas dû tomber le masque à ce point-là parce que le coup de sang, il a coûté extrêmement cher. Et à terme, ça lui a coûté. Ça lui a pas coûté son poste. Il est parti parce qu'il avait trouvé autre chose. Mais ça lui a coûté toute possibilité de progression dans cette société. De montrer qu'il n'était pas capable de garder son calme sous ce genre de pression-là, ça lui a coûté. Il y aurait eu n'importe quel poste qui se libérait, n'importe quelle évolution, personne, personne, il aurait été mis au placard, il n'aurait jamais bougé de son poste. Parce que, en fait, la traduction de cet acte, c'est pas ouais, je sais me rebeller contre l'agression, c'est non, c'est je ne sais pas garder mon calme face à la pression. Donc je ne serai jamais un bon manager. Vous voyez la différence d'interprétation sur un acte euh, à travers les différents filtres culturels. Il y a des choses qui pour nous paraissent parfaitement normales, qui vont choquer les Japonais parce que bah, c'est pas comme ça que ça se passe pour eux, parce que dans leur fonctionnement, qui est un fonctionnement, je suis obligé de le dire, qui marche, qui a pas que des bons côtés, mais qui marche, parce que grosso modo, dans son immense majorité, la société japonaise, bah, elle est beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus cohérente que la nôtre, il faut pas se leurrer. D'un autre côté, bah, quand ça pète plus fort, et encore, ça pète plus fort. Pas vraiment. Ça pète de manière plus inquiétante pour les Japonais, mais voilà. Mais bon, bah il y a aussi des répercussions assez pernicieuses à cet atemae, à ce masque social, qui font que moi je trouve que le prix est un poil trop lourd à payer, à mon avis, il y a un équilibrage à faire. Et pour répondre à la question de Keys en tout début de live, il y a une atténuation parce que justement c'est pas vraiment une atténuation, c'est un équilibrage. Et effectivement, les nouvelles générations, les trentenaires, 40, et même quarantenaires maintenant, on a un petit peu marre de tout ça. On a un petit peu ras-le-bol de devoir contenir leur individualité à ce point-là. C'est pas parce qu'ils comprennent toujours l'intérêt de le faire, mais ils voudraient que ça soit un peu moins tout le temps. En fait, grosso modo, c'est ça, c'est là que ça se joue. C'est pas qu'on est sur l'idée de euh, tout ou rien, c'est qu'on est sur l'idée de ok, on comprend l'intérêt, on comprend les aspects positifs de ce système parce qu'il y en a. Maintenant, on trouve qu'il est excessif, qu'il est trop lourd, qu'il pèse beaucoup trop sur les épaules et que ses répercussions sur le long terme sont trop graves. Donc, on pourrait rééquilibrer les choses pour que ça fonctionne mieux sans ces répercussions. Le taux de suicide au Japon, bah, il vient un peu de là. Il vient de cette pression en permanence. Parce que c'est une pression en permanence. Les morts au travail, bah, elles viennent, vous savez, la fameuse expression qui désigne justement, c'est Karashi, je crois, un truc comme ça. Euh, je crois que c'est ça, ouais, Karashi. Attendez, je vérifie pour pas vous dire de bêtises. Non, ça c'est la moutarde. Je sais plus. Alors attendez. Mort au travail Japon. Karoshi. Ouais.
mort par dépassement du travail. Donc on dit souvent que c'est dû au fait que les Japonais travaillent beaucoup trop de longues heures, et qu'ils en viennent à mourir d'un arrêt cardiaque parce qu'ils sont exténués en fait. Il y a du vrai, mais c'est pas que ça. Le stress joue beaucoup. Le stress joue énormément. Vous imaginez pas la puissance destructrice du stress. Moi, je l'imagine parce que je le vis tous les jours, mais pour d'autres raisons. Et donc voilà. Je regarde les titres qui sont associés. Une journaliste japonaise meurt après 159 heures d'heures sup. Ouais, on a un level quand même stratosphérique. Hein. Euh, on a un level stratosphérique. 159 heures d'heures sup, je sais pas en combien de temps, mais c'est beaucoup. Euh, on a cette pression aussi. On a cette pression de travailler juste parce que être le premier qui part du boulot, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ça donne une image de tir au flanc et personne ne veut donner cette image. Donc il y a beaucoup d'aspects très très négatifs là-dessus. Ouais, mais vraiment dans le monde du travail, c'est là où ça mériterait le plus un équilibrage. Parce que c'est pas nécessaire à ce point-là et c'est pas fondamentalement très sain pour le fonctionnement des équipes. Je pense qu'il y a moyen de faire autrement. Euh, Après, dans le domaine de la vie privée, les relations personnelles, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amicales, tout ça, c'est une habitude qui va avoir du mal à disparaître. Je vous le cache pas, parce que autant dans le monde du travail, les Japonais en ont un peu ras-le-bol, autant au quotidien, ça leur rend bien plus service que ce que ça ne leur coûte. Hein. Parce que ne pas être en conflit avec les uns ou avec les autres, la paix sociale, c'est appréciable. Euh, mais au final, aussi, avant de regarder avec un microscope la société japonaise, sur cet angle-là, regardez-nous. Regardez-nous. Le nombre de fois on ne dit pas quelque chose pour éviter de vexer quelqu'un, éviter de lui faire du mal, éviter de lui faire de la peine, éviter le machin. On ferme sa gueule. Alors, voilà, pas sur les réseaux sociaux évidemment, parce que alors ça c'est le domaine de l'antéchrist à ce niveau-là. Mais nombre de fois on se mord un peu la langue en se disant non, non, dis pas ça sert à rien, c'est juste méchant et ça aura pas d'impact positif. On le fait déjà, on le fait déjà nous aussi. C'est quelque chose qui est pas codifié et aussi profondément ancré qu'au Japon, mais c'est un réflexe humain. C'est un réflexe humain. Euh, pour vous donner un exemple qui va vous parler, allez, que ce soit au mec ou au nana, le nombre de conneries qu'on dit quand on drague, le nombre de conneries qu'on est prêt à avaler quand on drague, je suis désolé, mais le nombre de trucs qu'on prétend être d'accord avec alors qu'on s'en bat totalement les steaks au mieux, genre, ouais, vous avez un missile intersidéral qui parle devant vous et qui vous explique, oh là là, tu comprends, des trucs, il y a des trucs, moi je suis pas d'accord, grosso modo, allez, j'ai du mal à choisir un exemple parce que j'ai pas envie de lancer un débat sans fin sur un sujet genre le véganisme, le féminisme, les antivax, les complotistes, des trucs comme ça. Et voilà, prenons une caricature totale, disons que la personne que vous avez en face est totalement contre les lampadaires, qu'elle trouve être une exploitation absolument éhontée des tiges de fer et des ampoules, et que du coup, l'exploitation des lampadaires en milieu urbain, c'est quand même un problème, qu'il faudrait libérer tous ces lampadaires sauvages qui n'ont pas demandé à rester plantés là dans un trottoir pour éclairer des connards comme nous, qu'on pourrait très bien avoir des lampes torches, et que c'est vraiment très égoïste de notre part de les tenir en captivité comme ça. Vous vous en carrez le fion, totalement. Vous en carrez le fion, totalement. Mais bon, quand vous êtes dans une démarche de drague, vous allez dire, ouais, t'as raison, putain. Puis, ces halogènes, on n'en parle pas assez. Hein. Ah là là. Puis alors maintenant on les fait passer au LED, donc ça les fait un peu moins souffrir, mais ils restent quand même bloqués. Ah là là, ces pauvres lampadaires. Ah.
Oui, alors à Noya, il y a quelques années, ça t'aurait valu un petit bain avec les canards, ça, cette histoire-là. Et puis, si tu flottais, bah, tu serais parti te réchauffer près d'un grand feu. Euh, Mais bref, voilà. Bah tiens, si tu prends l'exemple des sorcières à Noya, alors allons-y gaiement. Allons-y gaiement. Là, je vais m'adresser un peu plus particulièrement aux mecs. Je vous trouverai un exemple, les filles, vous inquiétez pas. Euh, Imaginez que vous avez rencontré une nana qui est splendide, machin, et en plus on lance sur les DJ lampadaires, bien joué Dark Angel, et qu'elle vous dit comme ça au détour d'une conversation qu'elle est Wiccan, et qu'elle pratique la magie blanche, qu'elle est liée aux éléments, machin. Là, c'est le moment dans votre tête, voilà, vous avez votre petit jauge qui oscille entre sauver sa vie et votre côté horny, hein, voilà, pour employer un mot anglais, qui fait bon, je reste pas, je dis rien, je dis quelque chose, voilà. Voilà, voilà. Pour les filles, tu prends un mec qui s'intéresse au foot, exactement. Un mec qu'on ne citera pas, qui a des cheveux blonds et des yeux bleus et des tatouages de poulet. Euh, Seigneur Dieu. Euh, Bref, je suis allé très très loin et je vais essayer de revenir. Allez, on va faire un petit virage à 180 degrés. Hein, hop là. Donc, revenons dans la sphère privée. Dans la sphère privée, j'ai compris la ref. Voilà. Dans la sphère privée, aussi dans la sphère familiale, tout ça, il y a très très peu de choses qui sont dites, posées comme ça. J'ai plusieurs exemples à vous donner, mais sans vouloir rentrer dans le pathos, dans les trucs comme ça. Euh, je vais donner l'exemple d'une amie qui s'est découvert en fait, qui a découvert que sa sexualité, enfin qui a assumé sa sexualité un peu sur le tard, euh, qui est euh, qui est bi plus lesbienne que bi en fait, on va dire les choses honnêtement, et qui s'est cherchée pendant un moment parce qu'elle savait pas comment en parler. Là, on est dans la sphère hyper privée et elle savait pas comment parler, comment exprimer. C'était totalement incompatible avec le tatemae, le fameux masque social, jusque dans sa sphère privée, c'est-à-dire que même avec son père, euh, sachant que c'est une famille où il y avait plus que le papa, la maman n'était plus là, donc fille-père, devoir aborder ce sujet-là, ça a été extrêmement compliqué, ça s'est fait beaucoup sur des non-dits, ça s'est fait beaucoup sur beaucoup de temps, euh, et, euh, et honnêtement, encore à l'heure actuelle, et ça fait hein, des années que je la connais, je sais même pas si la pilule est encore passée ou pas, honnêtement. Je sais pas si son père l'a plus ou moins accepté. Je pense que son père est sur une espèce de mode de bon bah on peut rien y faire, hein, un petit shogunat des familles quoi. Mais je sais pas s'il l'a totalement accepté. En plus son père c'est quelqu'un de, je le connais pas hyper bien, je l'ai croisé deux fois dans ma vie, hein, tout cassé. Mais c'est quelqu'un dans son background, dans son milieu professionnel. C'est chaud pour lui parce il est policier, il travaille dans les aéroports, hein, c'est un flic d'aéroport. C'est quelqu'un qui travaille dans un milieu voilà où c'est et qui élève sa fille seule. C'est vrai qu'élever son enfant seul, c'est compliqué déjà pour tout le monde. Bah alors au Japon, vous êtes père célibataire, vous êtes un extraterrestre. Vous êtes un extraterrestre. Un père célibataire au Japon, un Vénusien, je pense qu'ils ont vu plus de Vénusiens que de pères célibataires au Japon. C'est généralement, alors dans 90% des cas, en cas de divorce, déjà, je parle dans. Alors attention, on s'accroche aux statistiques, je vous parle dans 90% des cas, dans quelque chose qui arrive dans à peu près 7% des mariages. Donc le divorce est hyper rare. Mais en cas de divorce, dans 90% des cas, les enfants ils restent avec la mère.
quelque chose qui est tablé qui est gravé dans les tables de la loi. Vous voyez, un truc, un principe qui a commencé à être érodé il y a une dizaine d'années, mais alors, là, on y est encore du travail. Hein. Donc, grosso modo, le père célibataire, ça n'existe quasiment pas en cas de divorce. Généralement, en cas de divorce, le mari se remarie très très vite avec une autre nana. Et son ex n'existe plus. C'est plus de contact, plus rien. Non. Ces 10 dernières années, j'étais avec quelqu'un. Non, je ne me souviens pas. Je sais pas. Non, une absence comme ça. Vous vous souvenez ce que vous avez mangé vous il y a 10 ans? Bah moi je me souviens pas avec qui j'étais. Vous comprenez? Voilà. Donc ça, il y a le cas évidemment beaucoup plus triste où l'un des deux parents décède, mais ça arrive. Et voilà, là c'était le cas. Et dans ce cas-là, bah, là, il n'y a pas le choix. Hein. Si c'est le père qui reste en vie, bah, c'est lui qui s'occupe. Mais généralement, les pères restent pas célibataires, parce que dans la famille japonaise, une famille sans mère, c'est compliqué. Ils se remarient aussi généralement très vite. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est très personnel, puis même parce que j'ai pas les réponses, je sais pas pourquoi il s'est jamais remarié ou quoi que ce soit. Mais il a fait le choix, quelque part, parce que c'est vraiment un choix, hein, vraiment, si tu veux te remarier au Japon, tu te remaries, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. C'est pas compliqué de trouver quelqu'un pour se marier. Euh, donc il a fait le choix d'élever sa fille seule. Bon, d'un autre côté, elle lui a en plus donné du boulot, parce que pour la connaître, voilà, quelqu'un de... faut la gérer, et ça en plus. Euh, je pense que ce mec, son masque social, il lui fait un bisou tous les jours. Parce que de ne pas avoir affronté tout ça de plein pied, de ne pas devoir rentrer dans le drama absolument parce qu'il faut en parler, tout ça, même si fondamentalement ça serait plus sain. Pour nous, on se dirait c'est plus sain d'agir comme ça. Mais lui, d'avoir un petit répit là-dessus et de pas devoir tout affronter comme ça d'un coup et de pouvoir l'aborder à son rythme quand lui a décidé d'en parler, je pense que ce gars, euh, le Tatemae, il en est très content. Il en est très très content parce que ça lui permet de gérer, je ne vais pas dire un problème parce que c'est pas un problème, mais de gérer cette situation qui est compliquée pour lui à son rythme, à sa façon. Ah, ça prend du temps. Ça prend un temps infini. Un temps que nous, occidentaux, nous n'avons plus l'habitude d'employer pour ce genre de choses et on n'a pas cette patience-là. Il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je dis, c'est juste un état de fait. Et du coup, bah, quelque part, vous voyez, le tatemae, on aurait tendance, on lit la définition, on l'a fait en début de live, à dire mais c'est de la merde, mais putain, mais on peut pas se contenir comme ça, on peut pas vivre de cette manière, en permanence sous la pression, marcher sur des, je reprends ce qui a été dit sur le chat, hein, marcher sur des œufs en permanence, ça doit être épuisant moralement. Oui, mais si tout le monde joue le jeu, au final, pas que des inconvénients. C'est pareil, s'il y avait une personne qui jouait le jeu dans la société, non, ça marcherait pas. Ça marcherait pas. Mais si tout le monde joue le jeu, si c'est quelque chose d'acquis, de validé, bah ça fonctionne mieux. Et ça n'empêche pas les moments d'amusement, les moments de spontanéité, les moments de rigolade, tout ça. Et j'ai envie de dire, à la limite, à la limite, ça les rend des fois beaucoup plus savoureux parce que s'ils sont rares. Un japonais qui se confie à vous sincèrement, qui vous parle à cœur ouvert, vous l'appréciez d'autant plus que ça arrive une fois tous les 1400 ans à peu près. Voilà, c'est... Waouh, c'est... mais- et du coup, quand un japonais décide d'ouvrir son cœur, c'est jamais pour rien. C'est jamais pour vous dire, écoute, PA, on se connaît depuis 15 ans, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler, vraiment, ça me travaille depuis qu'on se connaît, voilà, je voudrais te le dire. Voilà, j'aime le chocolat. Voilà. C'est pour moi important que tu le saches. Je sais que toi, tu n'aimes pas trop le chocolat. Tu préfères le chocolat noir, mais moi, j'aime bien le chocolat au lait, le chocolat blanc. J'espère qu'on pourra traverser nos différences.
Voilà, si c'est pour vous dire ça, il va pas vous le dire, évidemment. Ça, quand on est sur une réserve à ce point-là, c'est pour justement aller sur des sujets beaucoup plus personnels quand on décide d'ouvrir son cœur. Donc c'est précieux, c'est vraiment précieux. J'ai pas vécu beaucoup de moments où j'ai eu des potes japonais qui ont été totalement sincères là-dessus. Mais ça sent aussi que le fait d'arriver à le faire, euh, ça leur fait un bien fou. C'est un peu plus facile avec les Japonais qui ont vécu à l'étranger. Il y a toujours beaucoup de choses qui sont plus faciles avec les Japonais qui ont vécu à l'étranger, parce qu'ils ont connu d'autres situations, ils ont connu d'autres cultures. C'est un poil plus facile pour eux de se lâcher, parce que justement, ils sont pas dans le cadre du Japon, et ils ont enfin, ils ont pris l'habitude d'avoir cette soupape un peu quand ils veulent. Et mais alors c'est marrant parce que vous allez peut-être, si vous rencontrez, alors ça c'est un truc qui est extrêmement particulier, si vous rencontrez un japonais en France ou dans un autre pays, aux États-Unis, en Angleterre, tout ça, et que vous liez l'amitié avec lui, et que vous le revoyez au Japon, dans son milieu naturel, dirons-nous, vous allez voir le changement, il est brutal. Hein. Moi, il y a des gens, je les ai pas reconnus. Hein. J'ai passé. En fait, grosso modo, avant d'aller passer ma première année au Japon pour mes études, ben, on avait dans ma fac, vu que c'était un système d'échange bilatéral, c'est-à-dire qu'on avait un accord bilatéral entre mon université et une université au Japon, voilà. Du coup, ben, il y avait des étudiants de cette université qui venaient dans mon université en France. Et moi, quand j'ai décidé d'y aller, ben, il y a une fois où, cette fois-là, ben, voilà, j'ai des gens que je connaissais, des Japonais que je connaissais à l'université française, que j'ai retrouvés l'année suivante dans leur université au Japon. Eh ben putain, c'était pas les mêmes personnes, hein. C'était pas les mêmes personnes. Hein. Et puis le masque social, ils l'ont remis à la vitesse de la lumière. Hein. Et puis jusqu'au bout des traditions, je me suis fâché. Je me suis fâché avec une très bonne amie, avec une très très bonne amie, une nana qui était venue justement en France, qui était donc dans mon université, qui m'a été présenté par un de mes potes là-bas, et qui sortait avec ce pote-là. Voilà, rien de très sérieux, mais voilà, ils faisaient des dates, voilà, ils étaient un peu ensemble, voilà. Et ils ont passé un petit bout de temps ensemble, ça se passait bien. Et du coup, on s'est dit, bah c'est cool, l'année prochaine, on est dans ta fac à toi, tu vas pouvoir nous montrer un petit peu. Voilà, on a passé un an ensemble, c'était cool, on avait une bonne dynamique de groupe, ça se passait bien. Parce que ce pote en question venait avec moi au Japon. Il faisait partie des trois sélectionnés où on allait au Japon. Donc j'y allais avec lui, avec un troisième mec qu'on connaissait pas à l'époque, qu'on a découvert là-bas. Et on arrive, on passe du temps, on la voit, tout ça, et puis là il y a mon pote qui va voir, il fait écoute, je te préviens hein, avant qu'on fasse une gaffe ou quoi que ce soit, que tu mettes les pieds dans le plat ou tout ça, elle a un copain ici. Ah, ok, c'est-à-dire qu'elle s'est trouvé un nouveau copain, un truc comme ça. Oui, enfin plus ou moins, elle en avait déjà un quand elle était en France, mais elle ne nous l'avait pas dit. Ah ok, d'accord. Très bien, parfait. Ok, pas de souci. Bon, tu prends cette info, tu fais ok, bon, de rien dire devant le copain, de ne pas dire devant le copain. Hey, tu te souviens quand tu venais t'éclater à la CTU avec mon pote, quand on entendait le liquiner à 2 km. Ah, non, ferme ta gueule, père. Donc, ok, très bien. Pas de souci, bah, je respecte, hein, je ne juge pas. Je juge rarement. Donc on la voit avec son copain. Et alors là, ça m'a fait de la peine, mais vraiment de la peine. Vraiment, j'avais un peu de colère qui montait parce que elle était avec son copain en mode hyper traditionnel. C'est-à-dire que c'est heureusement que mon pote m'avait dit qu'elle avait un mec. Il m'avait dit qui c'était parce que dans son comportement avec ce gars-là, c'était chaud de comprendre qu'ils étaient ensemble. C'était incongru. On les voyait venir à l'université entre guillemets ensemble, c'est-à-dire que lui il était devant, elle était 3 mètres derrière, elle le suivait, tu vois comme ça. J'étais là, c'est pas possible. Cette nana que j'avais vue en France, qui était vive, qui était dynamique, qui se laissait pas compter, qui avait de la répartie, qui machin, je la voyais 3 mètres derrière son mec. Je suis, waouh, non, 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 non. Et là c'était ma connerie, parce que moi j'étais fâché là-dessus,
Mais ça me regardait pas au final, c'était pas mon problème, ça me concernait pas. Et il y a ce sentiment qui est un peu monté comme ça. Et je pouvais rien dire à son copain. Je pouvais pas lui dire, mais attends, t'as vu comment tu traites ta meuf, déjà calme-toi, tu vas lui tenir la main et tu vas fermer ta gueule, quoi. Ça me démangeait, hein, mais je l'ai pas fait. Et, euh, et donc on a continué à être potes, plus ou moins, machin tout. Elle travaillait alors faut savoir que dans les universités au Japon, c'est des mini-villes, hein. C'est-à-dire que dans l'université, vous avez des magasins, vous avez des restaurants, et je parle pas de la cantine, vous avez des cafés-restaurants dans l'université. Vous avez un conveni, vous avez des distributeurs, vous avez la banque, vous avez tout ce que vous voulez. C'est les universités japonaises, enfin celle où j'étais, en plus c'était une mini-ville. En plus elle était un peu isolée dans la montagne, donc c'était bien d'avoir tout ça à portée de main. Et elle bossait comme serveuse dans un petit café-restaurant qui était là-bas, qui était spécialisé sur des spécialités mexicaines. Voilà. Et on allait assez souvent là-bas, parce que c'était un truc assez cool, donc voilà. Et un jour, je la vois après une période de vacances. J'arrive dans ce resto, elle était là, elle bossait là. Et une nana qui avait des magnifiques cheveux longs qui lui arrivaient jusqu'à mi-épaule. Je la vois avec une coupe hyper courte, hyper stricte, hyper courte et tout. Et là, pour la charrier, pour déconner, je lui fais le cliché habituel des mangas. Je dis, ha, t'as coupé tes cheveux parce que t'as rompu avec ton mec. Putain, ce jour-là, mais j'aurais dû tellement fermer ma gueule. J'aurais dû tellement fermer ma gueule. Là, ce jour-là, j'aurais rêvé de la voir en mode Iron Man, le masque social de Tatemae. Tu vois, j'aurais dû tellement être en ta gueule, ta gueule. Parce que c'est exactement ce qui s'était passé. C'est-à-dire qu'elle avait rompu avec son mec, qu'elle, grosso modo, et qu'elle s'était coupé les cheveux en mode passage à une nouvelle vie, c'est un truc, voilà. C'est un cliché, moi j'étais dans l'idée, c'est tellement une image d'Épinal que jamais ça arrive dans la réalité, c'est abusé et tout. Non, non, j'avais tapé, mais tellement juste sans le vouloir, j'étais Dead Center, Bull Eyes. Putain. Et on s'est fâché. Elle m'a envoyé chier. Tu as raison, parce que voilà, j'ai vraiment ouvert ma gueule pour rien. Mais là, pour le coup, j'ai retrouvé celle que je connaissais en France, dans sa répartie, dans son machin, parce que là, pour le coup, elle aussi, le masque social, elle a fait ah ouais, t'as fait tomber le tien, t'inquiète, je fais tomber le mien. De quoi tu te mêles, trop du cul? Pardon, madame. Non, non, c'était chaud, chaud, chaud patate. Chaud patate. Et voilà. Et c'est pour vous illustrer à la fois, il y a des comportements, même chez les jeunes générations, qui sont hyper conservateurs, que bah, la pression sociale force les gens les plus open à remettre un masque social, ne serait-ce que partiellement quand ils sont de retour dans leur environnement japonais. Le poids de l'environnement est fort au Japon. Vous imaginez à quel point le peer pressure est extrêmement fort. Mais c'est pareil, encore une fois, avantage, inconvénient. Inconvénient, c'est chaud à supporter quand on nage contre le courant. Avantage, quand vous nagez dans le courant, putain, vous êtes tranquille, vous vous laissez porter, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Je suis quelqu'un qui, je le dis à chaque fois, je vais le répéter, je suis quelqu'un qui est d'un naturel anxieux, qui m'inquiète pour beaucoup de choses, qui en est au point d'une anxiété que ça m'a même provoqué, ça me provoque encore à l'heure actuelle des soucis de santé, pas méchants, mais j'ai des soucis d'acidité gastrique, mon clapet là d'estomac il n'existe plus, il est fini, rongé, alien, que dalle. Récemment, je suis allé voir un dentiste en disant hey, j'ai un peu mal au molaire, ça fait un peu mal quand je mange tout ça et tout. Il m'inspecte, il fait mais vous avez pas de carie, vous avez rien. Il dit attendez 2 secondes, ça fait mal où, là, là, là. En fait, c'est pas dentaire, enfin si c'est dentaire, mais c'est pas le problème à l'origine n'est pas dentaire, c'est musculaire. En fait, vous serrez tellement les dents, vous êtes tellement vénère que vous êtes fait des fissures. Vous voyez, le naturel anxieux, il est bien ancré quand même, hein. Au Japon, je suis quelqu'un d'extrêmement détendu. Parce que il y a une espèce de ouate de protection, de coton de protection au Japon qui fait que si vous suivez les règles,
Il ne peut rien vous arriver de mal. Et ça vous relâche une pression. Alors, sur le long terme, ça devient irrespirable, hein. C'est vraiment, j'aime bien l'idée du cocon parce que c'est exactement ça, hein. C'est que trop long dans une atmosphère comme ça devient lourd, ça devient pesant, ça devient étouffant. Mais par contre, de temps en temps, putain, on se met dans son petit nid, on est tranquille, on vous prend par la main, vous avez plein de trucs sympas autour de vous et tout. Et puis vous êtes dans la détente la plus absolue parce qu'il ne peut rien vous arriver d'affreux maintenant. Allez, il ne peut rien nous arriver d'affreux. Voilà. Vous prenez votre portefeuille plein de billets de 10 000, vous le jetez derrière vous. Bah, le premier truc qui va se passer, c'est qu'on va vous faire: Monsieur, monsieur, vous avez fait tomber votre portefeuille, faites attention, c'est pas très prudent. D'accord, merci. Bon, bah, Japon, le pays où j'ai besoin d'un sas de décompression quand je reviens en France, pour me dire, maintenant tu es en France, mais là tu ne peux pas laisser ton portable posé partout, n'importe où, comme ça, comme tu le faisais au Japon, en étant sûr de le retrouver. Tu peux pas aller seul dans un fast-food, commander à manger, poser ton plateau, poser ton portable, tes lunettes de soleil, tout ça, aller au chiottes et revenir tout retrouver au même endroit. Ça ne se passe pas comme ça en France. Voilà. Donc, et j'ai besoin de me réacclimater. Quand je passe plus de 3 semaines au Japon, quand je reviens en France, j'ai besoin de 2-3 jours pour me dire non, non, il faut reprendre les réflexes maintenant. On est plus à Tokyo, on n'est plus à Hokkaido, là c'est plus la même, hein, attention. Et voilà. Mais encore une fois, c'est un tout. C'est un mode de vie qui est très différent, mais qui est parfaitement compréhensible, pour peu qu'on prenne un peu de temps justement pour s'y attarder, pour analyser, pour comprendre les origines, les conséquences, tout ça. Après, on peut s'y sentir à l'aise ou pas, hein, chaque individu réagit à sa manière. Moi, honnêtement, mon point de vue, il est assez simple. Je suis prêt à accepter le deal jusqu'à un certain point, parce que j'ai quand même ma nature profonde, mais j'ai cet avantage qui est, comme beaucoup de choses dont on a parlé ce soir, qui est à la fois un avantage et un inconvénient. J'ai cet avantage d'être un gaijin, d'être un gai kokujin, un étranger, et en ça, je joue avec un jeu qui est un petit peu, avec des dés qui sont un petit peu pipés, avec un jeu qui est un peu cheaté à la base. C'est que moi, on va me pardonner beaucoup de choses qu'on pardonnera pas aux autres japonais, parce que je suis pas japonais. Je vais avoir jamais accès à certaines choses parce que je suis pas japonais. Il y a des choses qui vont être très très compliquées parce que je suis pas japonais. Mais la contrepartie, c'est qu'il y a beaucoup d'impairs, il y a beaucoup de manquements justement à la politesse, au tatemae, qu'on va me pardonner parce que je suis pas japonais. Carte libérée de prison. Euh, des fois littéralement. Euh, on racontera ça plus tard. Donc voilà, j'espère qu'on a fait le tour un petit peu du concept. Moi, ça me fait toujours plaisir de discuter un petit peu avec vous de ce genre de choses. Kiss, j'espère que bah, c'est ça dont tu voulais parler et que cette émission t'a plu, parce qu'elle est un peu pour toi, elle t'est dédiée. Pour les autres, j'espère que vous avez appris plein de choses, que ça vous a plu. N'hésitez pas sur le Discord de la chaîne à venir poser des questions, à venir proposer des sujets d'émission, il n'y a aucun souci. J'accepte tout ça avec un grand, grand plaisir. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, parce que je vois que 23 heures s'est passé. Et du coup, bah, je vous dis à dans 2 jours pour du Metallic Craft, hein. N'oubliez pas, on va monter du Kamen Rider. En attendant, prenez soin de vous, respectez les gestes barrières, évitez Omicron, on ne sait jamais ce que ça donne. Et essayez de rester en vie jusqu'à la nouvelle année, ça serait cool. Allez, des bisous.